On va se retrouver ce soir pour une émission à vous la parole un petit peu spéciale avec Léo ou Gates ou Nounours ou comment dire pour ceux qui le connaissent un petit peu mieux, sûrement d'autres surnoms. Chérie, chère et tendre de Madame Lox, amie streameuse aussi de Laurent Family. Vous allez pouvoir apprendre à le connaître, les amis. On va beaucoup échanger, beaucoup discuter. Le principe même de l'émission, hop, comme vous avez l'habitude maintenant, c'est de pouvoir discuter de tout, en tout temps et comme on le souhaite, sans tabou. Et le principe aussi, c'est vraiment que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. Le respect étant de mise, je vous invite juste, comment dire, si vous voyez un commentaire, quelque chose de négatif, n'hésitez pas à le faire remonter à un modérateur pour qu'on puisse, comment dire, prendre les dispositions qui vont bien. Mon Bali, re. Donc, je vais introduire notre cher ami. Bonsoir Gate, ou plutôt Re. Euh, Comment vas-tu depuis tout à l'heure? J'espère que tu es prêt, que tu te sens bien, que tu as, comment dire, la patate, et qu'on va pouvoir discuter de tout et de rien. Ça va être franchement top. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, comment dire, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, euh, expliquer vraiment qui es-tu, d'où viens-tu, et ce que tu as fait pour le moment dans la vie? Mon Gate? Ah, ok. Il est mute. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Pardon, petit souci de paramètres Discord. Excusez-moi. T'inquiète, pas de Bonsoir. soucis. Pas de soucis. Vas-y, je t'en prie. Eh bien bonsoir, moi c'est Gaëtan, j'ai 27 ans, je suis né à Pontoise dans le 95 en banlieue parisienne. J'y suis resté qu'un an, après avec le travail de mon papa qui était donc surveillant pénitentiaire, hein, ce qu'on appelle vulgairement des gardiens de prison. On a beaucoup déménagé, donc j'habitais à Limoges, j'habitais à Père-Buffière, j'ai habité en Savoie, et puis maintenant, et ce depuis 15 ans, j'habite en Auvergne. Et ma maman, elle, de son côté, elle était de l'autre côté des barreaux, puisqu'elle aidait des détenus à se réinsérer dans la vie, à trouver du travail ou à effectuer leurs travaux d'intérêt général. Et ça depuis jusqu'à 60, 60 ans à peu près. Mhm. Ensuite, mon parcours scolaire, eh ben, je n'ai pas le bac. J'ai arrêté l'école en seconde euh, après l'avoir doublé. J'ai été expulsé de mon lycée par ici à cause de problèmes d'addiction et du coup de comportement. Donc voilà, ils m'ont dit clairement, tu peux aller voir ailleurs. Et puis du coup, bah, je suis rentré dans la vie active en travaillant en cuisine beaucoup. Et maintenant, là, pour le coup, je suis en formation afin de retrouver un premier emploi après une longue période d'inactivité où voilà, j'ai été diagnostiqué dépressif à l'âge de 20 ans à peu près, une dépression qui remonte à il y a bien plus loin, mais le diagnostic a été posé à cet âge-là, avec un suivi de traitement, avec tout ce qui va avec, hein, tout ce qu'on aime bien, donc la reconnaissance travailleur handicapé, l'allocation adulte handicapé qui va avec. Parce que pendant longtemps, j'ai pas été capable de sortir de chez moi, le moindre mouvement dehors m'effrayait au possible. Et voilà, j'ai deux frères, deux sœurs, euh, avec qui je n'ai pas grandi. C'est des demi-frères, des demi-sœurs. Donc j'ai grandi en tant que fils unique. D'accord. Voilà. Ok. Je sais pas si t'as d'autres infos que tu voulais. Ah, alors, justement, on va aborder le côté un peu plus profond de la chose. Au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école, au niveau de ton enfance, vraiment à proprement parler, 5-10 ans, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, quand bah, justement 5-10 ans, c'est à peu près la période où je suis arrivé en Savoie. Mhm. Et donc c'était vraiment un tout petit bled quand on est arrivé, il y avait 100 habitants et c'est à la fois très bien et très très chiant parce que du coup dès qu'il se passe une chose, tout le monde est au courant.
Moi, il faut savoir que ma mère était alcoolique pendant très longtemps. Ça datait, déjà de la naissance de mon frère avec qui j'ai 16 ans de différence. Donc en fait, c'était des voilà, des crises de nerfs, des crises de colère, vraiment, à tout bout de champ et du coup tout le village est au courant donc forcément j'étais un petit peu le fils de l'alcoolo qui était, un peu contagieux quoi. Tu vois? Tu les parents qui Ouais. empêchent leurs enfants de jouer avec toi parce qu'ils ont peur et je les blâme pas, hein, mais c'est vrai que quand t'es gamin, c'est difficile à vivre et du coup ce rejet-là pour moi, c'est traduit par, de la violence à l'école. Mmh. C'est-à-dire que la violence que je voyais, chez moi, donc entre mes parents, parce que c'était des colères, tu vois, qui nécessitaient, l'intervention des forces de l'ordre, quoi. C'était Ouais. pas la petite colère, un calmant au dodo et puis c'est bon. Non, non, c'est, Mmh. voilà, mes premiers souvenirs de gosse, c'est ma mère attachée sur un lit parce qu'il fallait la maîtriser absolument, quoi. Ouais, Et je vois. donc de fait, toute cette violence que j'emmagasinais, je la répercutais à l'école, en fait, en mettant des nions, à qui voulait bien. Mmh. Donc ça m'a valu, un suivi psychologique pendant longtemps et ça s'est adouci, avec le temps OK. et sinon, j'étais, quand tu vois les cours de récré où tu as tous les gamins qui jouent, moi j'étais plus dans ma salle de classe avec ma prof, Ouais. à corriger les copies des autres élèves parce à l'époque j'étais une tronche quand j'étais gamin. J'ai sauté une classe et tout ça. Donc très très inadapté socialement de par un contexte familial, assez moisi. Mmh. Mais par contre dans tout ce qui est, «éducation», entre guillemets, ça allait, au top, quoi. D'accord, OK. Bah, ça déjà franchement c'est super parce que tu as réussi, mine de rien quand tu étais jeune, même si après il y a eu des répercussions sur le long terme, à rebondir et ça c'est généralement Mmh. c'est le plus important. Parce que, bah, c'est ça qui permet de guérir des séquelles. C'est que tu arrives à quand même rebondir un peu sur ce que tu as vécu. La jeunesse, généralement, aide un peu à ça, voilà, mais derrière, Ouais, bien c'est pas sûr. magique non plus. C'est pas quelque chose qui est inné et tout le monde n'en est pas capable. Au niveau du collège slash lycée, hem, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as ressenti quand tu étais en fait, à ce moment-là des études, justement, juste avant ton décrochage? Quand tu es passé déjà de l'école primaire au collège et ensuite du collège au lycée? Alors le collège, alors ça s'est fait en 2 temps parce que j'ai fait ma 1re partie de 6e, en Savoie, toujours. Avec clairement des gens qui ne m'appréciaient pas et qui cherchaient vraiment à me pourrir la vie, on va dire ça. Ils se servaient du fait que que j'ai été violent et que je le sois encore un petit peu à ce moment-là, Ouais, pour me mettre des trucs sur le dos. Donc je faire vois. semblant que je les ai tapés pour que le petit copain de la grande sœur, vienne me casser la gueule, tu vois? C'est Ouais. un exemple parmi d'autres de ce qui m'est arrivé. Donc j'étais très seul, très dans mon coin et cetera. Je me suis barré un nombre incalculable de fois de ce collège en douce, à rentrer Mmh. à pas de chez moi, faire 10 bornes à pied sous la flotte, juste pour pas retourner en cours, quoi. Ouais. Et on a déménagé en milieu d'année de 6e, donc je suis arrivé ici, sans potes et cetera. Donc j'ai arrêté d'aller au collège pendant un temps, sur la fin OK. d'année, Ouais. où là je suis passé en 5e et j'ai changé de collège où j'ai pu rencontrer, tous ceux qui ont été mes meilleurs amis jusqu'en 3e. OK. Jusqu'en 3e vraiment, à me taper barre de rire sur barre de rire avec les potes, en cours dans la moyenne, Mmh. j'étais pas catastrophique, j'étais pas le premier élève de la classe, mais j'étais pas le dernier non plus. Ouais. Donc collège absolument nickel et c'est, quand, je suis parti au lycée, j'ai commencé par un lycée hôtelier, à Montluçon D'accord. qui s'est soldé par, mon départ, en plein milieu d'un TP de cuisine parce que, tu te fais avoir sur une connerie par les gens d'une autre classe. Donc en gros, ils te redégueulassent tout ton plan de travail alors que tu avais tout Mmh. cleané, machin
Et quand le prof arrive et voit ça, il m'a sorti que mes parents auraient mieux fait de me faire adopter. Ouais. Donc ce qui s'est résulté à j'ai pris la grosse poubelle hein, avec, tous les os, les arêtes de poisson et cetera et je lui ai mis sur la gueule, alors qu'il portait un costal à 3 000 balles. Ouais, Et donc là, forcément, j'ai pris mes affaires, j'ai appelé mon père, je lui ai dit: «C'est hors de question que j'y retourne» et il m'a déposé chez ma mère, du coup, ici en Auvergne, mmh où j'ai entamé une, 2 sciences électroniques et numériques, rien de passionnant du tout Ouais, et c'est vraiment, on va dire, à partir de ce moment-là que ça a foiré. ouais. C'est vraiment là où il y avait déjà un petit peu avant, tu vois, fin de troisième, mais Mmh c'était, anecdotique et c'est vraiment quand je suis revenu ici que ça a complètement, explosé et que c'est parti en vrille, quoi. Ouais, je vois un peu le schéma type. Heu, le truc, OK, par rapport à ça, heu, au niveau du lycée, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Au plus profond de toi, à l'époque, est-ce que tu avais des envies particulières, des rêves, sûrement en particulier, des choses que tu aurais aimé aboutir? Alors moi, mon rêve, depuis que j'étais, gamin, mais vraiment depuis que j'étais en âge de d'aider ma grand-mère, dans la cuisine, c'était de devenir cuisinier. Vraiment, OK, c'était le but de ma vie, la cuisine rythmait mon existence. Tu vois, il y a des gamins, ils je sais pas, ils lisent des mangas, ils lisent des BD. Moi, je bouffais des livres de cuisine, dans tous les sens, quoi. Si je OK. voyais un livre de cuisine dans un centre commercial, il fallait me l'acheter parce que sinon j'étais pas content. Ouais, mais vraiment, hein, c'est vraiment, tu vois, le gamin qui est il est pas tout à fait orienté comme les autres, quoi. Généralement, c'est les jeux vidéo, toi, c'est les livres de cuistot. Bah, écoute. Ouais, il y avait les jeux vidéo sur le côté et tout ça, mais tu me proposais un cours de cuisine ou une session jeux vidéo, je prenais le cours de cuisine, tu vois? Mmh, Avec plaisir. Et je vois, je vois, je vois. ça c'est un petit peu, bah, c'est parti en vrille un peu, quand, bah, justement quand j'ai rejoint le lycée hôtelier là Mmh et après je me suis, enfin j'aurais voulu qu'on me donne la chance de me tourner vers, quelque chose de littéraire. Donc moi je voulais faire une première L, parce que j'ai fait ma seconde pro, je l'ai redoublée, mais cette fois en seconde générale. OK. J'étais un crack en français, en anglais, en histoire et cetera. Il y avait aucun souci et on m'a refusé la première littéraire parce que je n'avais pas la moyenne en maths, ce qui est un comble. Et du coup, bah, j'ai pas pu m'orienter vers ça. Ouais, Oui, juste une petite aparté, ouais, non mais là, c'est débile voilà, parce que c'est vraiment la maths, raison qu'on m'a invoquée. littéraire. C'est tu n'as pas la moyenne en maths et dans les matières scientifiques, du coup, tu ne feras pas de première littéraire. Ouais, OK. Bref, Donc, heu, ce qui a OK. résulté au fait que ma prof d'anglais qui m'a fait passer, peut-être pas de force, mais qui m'a vraiment dit que tu n'as pas le choix, tu le passes, un diplôme de l'université de Cambridge, Ouais, en anglais, ce qui fait que j'ai une certification d'anglais en gros, où comme quoi ça dit: «Bon, tu as un bête de niveau», j'ai l'équivalent d'un enseignant de 6 en gros. ouais, OK, effectivement. Et du coup, ma prof d'anglais a tapé une gueulante auprès du directeur et il s'est avéré qu'il y avait c'est le côté notes où ils ont un peu chié dessus, ils en ont fait tout un pataquès pour pas grand-chose. Il y avait d'autres raisons qui étaient un peu plus personnelles, au chef d'établissement, Ouais, que maintenant j'entends totalement. C'est pas pour ça que je les comprends, mais j'entends que ça ait pu jouer et donc ouais, sinon ouais, voilà, le «plan de secours» entre guillemets, ça aurait été de partir vers, quelque chose en rapport avec les langues étrangères, quelque chose comme ça, voilà. OK, ça marche. Heu et aujourd'hui, justement, heu, comment dire? Avant de parler tout ce que toutes les différentes phases par lesquelles tu es passé qu'on va longuement évoquer tout à l'heure. Mmh. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ta vie actuellement, sur les 2 dernières années? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué par rapport à cette période-là? Qu'est-ce que tu as fait Alors concrètement? sur les 2 dernières années, alors ça fait surtout une bonne année et demie maintenant que je suis sorti de la dépression, Mmh. où je me suis débarrassé des idées noires et tout ça. C'est en grande partie, en très grande partie, et je sais qu'elle va jouer les modestes, je sais qu'elle dira que non, c'est grâce à moi, tu as fait ce travail tout seul, mais c'est grâce à Madame Lox que j'ai eu la chance de rencontrer.
J'ai eu la chance j'ai la chance de former un couple avec elle et de qu'on vive ensemble, et cetera. Et c'est vraiment sa rencontre qui m'a sorti de cette merde, qui m'a donné une envie de me lever le matin et où tu passes vraiment d'une atmosphère où tu te réveilles le matin, les oiseaux qui chantent, ils te gavent, tu as envie de brûler la terre entière, et cetera. Tu as juste envie Ouais, de tout foutre en l'air. Ah, tu te réveilles le matin, il fait beau, les oiseaux chantent, c'est cool, et cetera. Donc c'est vrai ouais. qu'il y a eu un step up vraiment depuis ce moment-là. Et du coup, bah, ça m'a permis d'entamer une formation à l'heure actuelle qui comporte en gros de la découverte des métiers, de reprendre un petit peu toutes les bases dont tu as besoin pour aller vers l'emploi. Mhm. Parce que c'est comme j'ai dit à ma conseillère Pôle emploi, je dis, vous m'offrez un CDI dans le domaine de mon choix, dans le métier que je veux, je ne saurais pas quoi prendre. Ouais. Vraiment, T'étais vraiment perdu psychologiquement et physiquement parlant Ah ouais, à ce moment-là. ah bah, avant ça, j'étais à la ramasse et quand il s'est agi de retrouver quelque chose pour retourner vers un emploi, vers quelque chose qui me plaît, bah, j'ai bloqué complet parce que Hmm. je ne sais absolument pas. Je sais ce qui me plaît, mais de là à pouvoir en faire un métier, c'est complètement absurde ou irréalisable entre guillemets. Donc là, le but, ça va être de trouver vers quoi aller pour que je puisse m'épanouir pleinement dans mon travail, quoi. Parce que là, dans ce que tu me dis, justement, il y a deux choses hyper importantes. C'est, toi, tu as un rêve, et actuellement, qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire? C'est quoi ton rêve actuel par rapport à ce que tu aimais avant? Avant, c'était la cuisine. Et actuellement, c'est quoi le métier de tes rêves, le métier que tu as envie de faire? C'est quoi? Alors, le métier de mes rêves, Ouais, c'est, celui qui te c'est- ferait lever le matin, tu sais que tu sauterais du lit dès la première sonnerie du réveil. Ah bah, moi, tu me mettrais quelque chose qui a trait à l'élevage, tu vois, je sais pas, de l'élevage de chiens, de chats, quelque Mhm. chose en rapport avec les animaux. Tu me dis, tiens, voilà le terrain, les outils, etc., éclate-toi. Clairement, ça pourrait être quelque chose pour laquelle je me lève le matin avec grand plaisir. Et je sais que, enfin après là, c'est un peu du même domaine que la cuisine, c'est que j'avais entamé une formation pour justement faire éleveur et tout ça, Mhm. en distanciel avec le Centre européen de formation. Ok. Ne faites pas ça, clairement, ces gens sont des pourritures, sont vraiment des ordures. Ils m'ont menti sur le temps que j'avais, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très anxieux, de très... vraiment, si on me presse, j'angoisse. Donc Ouais. là, on m'a vendu un truc, mais non, t'as 3 ans, t'as payé pour 3 ans, t'as signé pour 3 ans, tu as 3 ans pour valider ton diplôme. Il faut savoir que 2 jours après avoir reçu mes livres, ils m'ont déjà dit que j'étais en retard. Ouais. Ok, je vois. Premier truc qu'on m'a sorti, c'est: t'as déjà du retard, c'est que t'as un problème d'apprentissage, il faut que t'ailles voir un orthophoniste. Donc, suite D'accord. à ça, j'ai voulu parler avec la personne qui m'a vendu cette formation, qui m'a dit: non, non, t'inquiète pas, et ce pourquoi j'ai signé, c'est dans le contrat, hein. Ouais. Et j'ai eu une de ses collègues, parce que ce monsieur-là ne souhaitait pas me répondre, qui m'a dit qu'ils avaient autre chose à faire que de s'occuper des handicapés. Et que je n'arriverais à rien dans la vie, que je ne serais absolument rien, que je serais condamné à faire du job alimentaire, et que je ne serais jamais heureux dans ma vie de tous les jours, quoi. Donc ça, pareil, tu vois, ça met un coup derrière la tête, ça te Uhum. casse absolument toute envie. Mais c'est Bah, vrai que voilà, surtout quand tu es sur la remontée de la pente. c'est C'est-à-dire que ça. tu remontes la pente la plus raide qui soit, c'est-à-dire la sortie de la dépression, Mhm. et on te sort ça. Genre vraiment, c'est le meilleur moyen pour que la personne qui soit au milieu de la pente, bah en fait retombe tout en bas. Et c'est ça. Et moi, c'était la première formation, la première chose qui, entre guillemets, professionnelle que j'entreprenais depuis Mhm. ma sortie de dépression, on va dire. Au moment où je l'ai senti, Ouais. j'y suis allé. Et bon, bah, ça te met un coup d'arrêt et tu repars un peu en arrière à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'avec ce milieu-là, ça a été entaché un petit peu, mais c'est vrai que si je pouvais me faire une arche de Noé personnelle,
Je cache pas que que je le ferai avec grand plaisir. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et tu aurais totalement raison. Au vu des besoins et de ce que beaucoup de personnes font aux pauvres animaux qui n'ont rien demandé, tu aurais totalement raison. Même ma femme te dirait absolument ça. Au vu de l'amour qu'on porte pour les animaux. Je pense que vous êtes au courant. À Ok, peine. très bien. Par rapport à ça, entre les deux, donc là, effectivement, après, on va revenir vraiment sur dans ce que tu veux faire dans quelques années, tout ça, on va pouvoir en parler. Là, on va parler vraiment du, comment dire, du moment, comment dire, où tu as, en fait, tu as sombré, comme tu l'as dit tout à l'heure, à petit feu, et où en fait, tu t'es laissé porter par un courant qui a fait que tu t'en es là aujourd'hui. Euh, Raconte-nous un peu, comment dire, comment ça s'est passé avec ta mère à partir du moment où tu as habité chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que? Et comment tu as réussi enfin à te sortir de ça petit à petit? Vraiment le cheminement. Alors, bah, quand je suis allé, vivre avec ma mère donc je sortais de l'éducation de mon père. Donc mon père, militaire, travaille dans la pénitentiaire, ça file droit, Hmm. c'est moi qui décide, tu penses comme je pense et sinon t'en prends une, quoi. Ouais. J'ai pris d'un nombre de baffes, dans la gueule incalculable, des coups de louche, des coups de multiprise, pour ne citer que ça. Et je suis arrivé chez ma mère qui, elle, est un peu plus flower power, beaucoup plus détente. Il faut apprendre par le fait de faire des erreurs, tu vois. Ouais. Et du coup, qui m'a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté, peut-être Mhm. même un peu trop. Ouais. C'est vrai que, bah, elle était au courant que, je fumais des joints, elle me laissait fumer des joints, mais je coulais des douilles, tu vois? Je prenais mon bang et je le faisais devant elle et elle me disait rien, quoi. Ouais. J'ai vendu du shit, dans ma chambre et elle le savait, elle était au courant et elle m'a jamais rien dit. Hmm. Donc il y a eu une espèce de liberté totale, alors que j'étais en train de m'enfoncer de plus en plus dans la consommation de cannabis. Mhm. Qui était vraiment, c'était vraiment excessif pour le coup. C'était, du matin jusqu'au soir, à toute heure de la journée, et Je vois. même au bahut, tu vois? Hein. C'était, Ouais. je roulais mes joints en cours, à la pause, j'en fumais un, à midi pareil et du coup, cette liberté, bah, m'a amené à faire absolument tout ce que je voulais tout ce que je voulais. Il y avait quand même des Entre, limites. entre guillemets, mais. Ouais, mais voilà, je voulais fumer un joint dans les chiottes, je fumais un joint dans les chiottes. Les potes, venaient à la maison, on se mettait des grosses cuites en soirée, et cetera et 0 problème, tu vois? Il y avait pas ce cadrage de la part d'un parent, comme beaucoup de parents le font et ont raison de le faire, pour te dire: ça tu fais pas, là maintenant stop», tu vois? J'avais vraiment le champ libre à ce que je voulais faire, quoi. Ouais, Et du je vois ce coup, que je tu veux dire. pense que ça a beaucoup contribué au fait que je m'enfonce dans des vices comme la drogue ou l'alcool. Parce que, bah, petit à petit, mes repas du midi sont devenus, liquides et alcoolisés, mes Ouais. repas du soir aussi. Je passais pas, 1 heure de ma vie sans fumer un joint et encore là, c'était une période où les joints dominaient ma vie, Hmm. mais l'alcool pas encore de trop, quoi. Ça Ouais. restait en soirée, ça restait De- festif plutôt. Ouais. Je vois. Au niveau de ta consommation, justement, de stupéfiants, parce que, bah, après, comment dire, aussi bien la drogue que l'alcool, Mmh. en combien de temps, vraiment sur une tranche de temps à peu près, tu as glissé d'une consommation purement récréative à une consommation journalière et abusive, entre guillemets? Comme tu me l'as dit, justement, quelque chose où littéralement, même toi, tu t'apercevais que, bah, en fait, c'était trop. Genre vraiment, c'était trop, mais t'en Alors, avais besoin. ouais, je m'en suis aperçu dans un second temps, pas sur Hmm. l'instant.
Mais je pense que ça a été, bah, pour le cannabis, ça a été l'histoire de quelques mois avant que ça passe de quelque chose de récréatif et d'occasionnel à vraiment une consommation régulière et très, très prononcée. Mmh. Ça a dû prendre quelques mois pour vraiment que je tombe dedans. Et l'alcool, pour le coup, c'est totalement différent parce que ça s'est fait, très progressivement. Tu vois, il y a des moments où tu te dis: «Bah, là, je vais me prendre une bière», mais tu sais Mmh. que, tu prendras pas pendant un certain temps. Et puis Ouais. ces moments où il y en avait pas et ben, d'un seul coup, il y en a une qui se rajoute. Et petit à petit, tu avances comme ça jusqu'à ce que, bah, toute ta journée, en fait, soit rythmée par l'alcool et le nombre de verres que tu vas enquiller, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Donc sur moi, en tout cas, je vais parler pour mon cas personnel, hein, évidemment. Les joints ont une emprise plus rapide sur moi que l'alcool, mais in fine, je m'en suis débarrassé bien plus facilement. Heu, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, petit ange sauvage, dis-nous tout. Petit oignon sauvage. Mais comment dire? Mais par rapport à ça, justement, au niveau de ta comment dire? Des consommations, heu, comment dire? Comment tu le percevais à l'époque? Est-ce que tu percevais ta consommation comme quelque chose de normal ou est-ce que tu savais déjà un petit peu à l'époque, tu avais déjà des prémices de réflexion et de te dire que c'était pas anodin de consommer à ce point-là, justement par rapport à ça? Alors, il y a un truc aussi dans ma vie, c'est que je traînais avec une bande de potes qui, eux, fumaient, vraiment, mais peut-être 4 ou 5 fois plus que moi. Donc quand on est à ça, même si tu as une consommation qui est excessive, bah, elle te paraît très, très petite, en fait. Donc tu te dis: «Moi, ça va comparé à eux, je suis pas dans l'excès, ou autre». Ouais, Donc tu pas cette réflexion, là-dessus tout de suite. ouais, Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. c'est sinon au niveau du regard que je portais là-dessus, bah, pour moi, j'étais, un fumeur occasionnel. Même si, comme on l'a dit, ça rythmait mes jours et mes nuits, pour moi, j'étais pas dans l'excès plus que ça, quoi. Je Ouais, savais heu, qu'il y avait pour des joints qui étaient inutiles, mais pour moi, j'étais absolument dans une consommation normale d'un adolescent, ouais, lambda, quoi. une consommation vraiment récréative en mode: «Bon, bah, voilà, vas-y, j'ai envie d'en fumer un petit», en mode, il y avait rien de grave à l'époque pour toi à ce niveau-là, en tout cas. C'est ça? Non, bien sûr, et puis toujours avec tu vois, cette idée en tête que, bah, j'arrête comme je veux. Ouais, tu l'avais vraiment en mode: «OK». Tu savais qu'il y avait un risque intérieurement, parce que comme tu le dis, effectivement, tu t'en apercevais peut-être pas, ce qui est fort possible, mais comment dire? Mais tu savais qu'il y avait un risque, mais derrière, en fait, t'en faisais fi parce que pour toi, c'était quelque chose de lambda. Ce qui est tout à fait C'est ça. compréhensible parce que, bah, en fait, à cet âge-là, tu te rends pas forcément compte. Hem, Par rapport au changement justement, pour revenir aux 2 salles, 2 ambiances que tu as vécues entre ton papa et ta maman. Mmh. Ta perception des choses, parce que entre ton papa qui était ultra strict, pour remettre les choses dans leur contexte pour ceux qui n'ont pas écouté, ou qui n'ont pas forcément entendu, ton papa qui était ultra ultra strict, voire même violent, avec toi, où tu passes de ça à ta maman qui, au contraire, elle, est très souple, trop souple. Mmh. Psychologiquement, comment tu l'as vécu à l'époque? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es arrivé chez ta maman et que, bah, en fait, tu voyais que tu pouvais faire tout ce que tu pouvais pas faire chez ton papa. Bah, c'est une espèce de soulagement, tu vois, d'arriver dans un environnement comme ça. Où, moi, mon père, en fait, m'a toujours bridé, sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que je n'avais pas de ch pas aucun droit de regard sur ce que j'avais le droit de porter comme vêtements. Je n'avais pas le droit de sortie, je n'avais pas forcément le droit d'avoir des amis à la maison. Mmh. La musique que j'écoutais, il disait à peu près
trop rien, mais il avait quand même un droit de regard dessus. Ouais. Enfin, tu vois, t'es vraiment dans la tôle, vraiment la prison, Mmh. tu vois. Le C'était un peu contrôle ça. abusif et impulsif de Voilà, tout ce que tu fais. t'es formaté et t'es voué à aller dans la direction dans laquelle lui veut que tu ailles. Ouais, Et tu je n'as vois ce pas le que tu veux choix. dire. Et du coup, bah, d'arriver dans un endroit où la personne te dit, mais tu es qui tu veux, tu choisis comment tu t'habilles, ce que tu écoutes, ce que tu as envie de dire, ne pas dire, enfin, tu es libre. Mmh. Quand tu as eu ce contrôle sur toi qui a été exercé pendant aussi longtemps et que d'un seul coup, on te donne un espace de liberté aussi grand, très honnêtement, tu es très content, mais sans le savoir, tu viens de mettre le doigt dans un truc super dangereux. C'est ça, Parce que c'est c'est la porte ouverte à toutes les conneries possibles. bah, justement, à mon avis, c'est là que tu t'en aperçois aujourd'hui que comment dire? Est-ce que à ton sens, c'est à cause de ça? C'est-à-dire ce changement vraiment radical et d'un coup, tu passes d'une bulle, vraiment d'une bulle fermée, stricte et intensive à quelque chose où au contraire, tu es totalement ouvert. Genre vraiment, tout est possible. Est-ce que pour toi, selon toi, ça a engagé ta, ta marche vers la consommation plus intense de stupéfiants et d'alcool? Est-ce Alors, que ça y a joué? alors ça y a joué, évidemment. C'est pas ça qui m'a entraîné là-dedans principalement, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Mais disons qu'on m'a donné un terrain assez fertile pour que ça parte aussi, pour que ça parte Ouais, aussi loin, quoi. ouais. Comme t'as plus de limites, que t'as pas d'interdit, que tu peux absolument dire tout et n'importe quoi, faire tout et n'importe quoi, peu importe l'heure de la journée. Mhm. Et bah, c'est le truc, ça devient n'importe quoi, en fait, hein. Ouais. Le fait de n'avoir aucune limite ni aucune règle, bah, c'est la porte ouverte à absolument tous les excès. Donc c'est pas ça qui m'a plongé dedans, mais ça y a laissé le champ libre, en tout cas. Ouais, ça t'a maintenu plutôt dedans plutôt que ça t'y a emmené, parce que c'est Mmh, d'autres choses qui t'y ont emmené petit à petit. c'est ça. Et au contraire, ça t'a maintenu dans ce cycle-là, parce que justement, tu te disais que, bah, en fait, ça avait pas d'incidence. En tout cas, à l'instant T, tu ne voyais pas Mmh, d'incidence grave à ce que tu pouvais faire, penser, voilà. Donc, alors bien sûr. est-ce que tu es en accord avec ça? Est-ce que aujourd'hui, tu as réussi à te pardonner peut-être certaines choses dont tu peux dont tu as pu t'en vouloir à l'époque, par rapport à des choses comme ça qui ont pu se passer, qui ont pu peut-être, toi, te nuire, et qui, comment dire, qui sont forcément très difficiles à digérer? Bah, alors la principale, chose que je regrette, je vais pas dire que je m'en veux pour certaines choses, parce que je m'en suis voulu beaucoup pour pas mal de choses. Ouais. À me blâmer sans cesse, tu vois, la relation qui a été la mienne avec mon père, avec qui je n'ai pas parlé pendant plus de 10 ans, etc., où j'avais clairement une part de responsabilité. Bah, pendant un temps, c'est 100% de ma faute, alors que Ouais. clairement, ce n'est pas 100% de ma faute. Bah, tu prends un recul sur les choses, mais maintenant, avec le recul qui est le mien, je sais pertinemment que ce champ libre et tout ça et certaines erreurs que j'ai commises sont là-dessus, notamment le fait d'avoir raté mes études, qui est quelque chose que je regrette profondément, hein. Mhm. Si j'avais pu aller jusqu'au bac et faire des études sérieuses entre guillemets pour euh, pour euh, pour faire ce dont j'avais envie, Mhm. évidemment que je change les choses et je touche jamais à ça, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu me parles de ça, la première chose qui me vient, c'est l'échec de mes études, Hmm. principalement. Ok. Ouais. Mmh, mais sinon après j'ai du mal à me dire, je m'en veux pour ça, parce que j'étais comment dire? Dans une Dans un... perte de contrôle de moi-même, dans une tristesse, dans une angoisse et dans tout un melting pot de choses assez négatives, Hmm. et je pense que n'importe qui dans ma situation aurait pu glisser comme moi je l'ai fait. Ouais. Donc m'en vouloir serait pas
très constructif, ni forcément très approprié, tu vois? Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Dans ces cas-là, oui, tu peux, sans vouloir, ça sert pas à grand-chose, loin de là. Comment dire? Par rapport à tes études, est-ce que déjà à l'instant T, quand tu as dû arrêter le lycée, quand tu vraiment dû stopper tes études en pleine marche, comment tu l'as perçu à l'époque, le fait de t'arrêter à la fin de la seconde et de ne pas pouvoir continuer ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu en as ressenti de ça? Alors c'est assez compliqué parce qu'il y avait surtout à ce moment-là. Bon, après faut remettre dans le contexte, hein, j'étais vraiment, l'anarchiste pur et dur. Ouais, Vraiment l'autorité, on y crache dessus, nos futurs, on va brûler des voitures. ouais, je vois ce que tu veux Donc dire. le fait qu'ils me virent du bahut, je suis sorti la tête haute en mode: «C'est moi le patron», tu vois? Tu sais, il y a une espèce de Ouais, fierté à ce qu'on te dise: «Bah non, tu passes pas parce qu'on te vire, parce que t'es intenable», et ouais. j'étais un peu fier d'avoir cette image-là. Mmh. Mais sinon, le la seule chose qui m'emmerdait profondément, c'était de plus pouvoir faire d'anglais. C'était vraiment ça qui m'emmerdait le plus. Mmh. Et après la le comment dire? L'idée de pouvoir aller bosser et de gagner de l'argent me ravissait plus que tout, tu vois? Ouais. J'étais très content de quitter le bahut et de plus avoir à me lever à 8 heures et devoir supporter des profs que je pouvais pas blairer, heu, à me faire bourrer le crâne d'infos dont Total j'en avais rien à cirer à l'époque, hein, ouais. vraiment. Donc non, il y a eu plus de soulagement que de réelle incompréhension, même si j'en ai beaucoup voulu, aux personnes qui ont fait en sorte que je sois expulsé. Mais c'était plus du soulagement qu'autre chose, ouais. Ouais, tu l'as pas ressenti, en tout cas à l'instant T, comme un échec. Tu l'as pas ressenti en mode, Non. tu déçu et tu savais pas vraiment, comment te Mmh. retourner. Ouais, voilà, bah, Heu, comme je t'ai dit, en fait, j'étais déçu juste de plus pouvoir, continuer à parfaire mon anglais. J'en voulais beaucoup au directeur de l'établissement, parce que, bah, vraiment cette personne était quelqu'un d'exécrable mmh et qui était le père d'une de mes meilleures amies en plus. Tu vois, il y a tout un côté, tu te dis: «Ouais, OK, tu l'as pris perso, en fait». C'est ouais, personnel ce qui se passe, c'est pas ça n'a rien à voir avec les cours, c'est perso. ouais, je vois Et ce que tu veux dire. donc une espèce voilà, de colère envers l'autorité et une déception de ne pas pouvoir, améliorer quelques trucs chez moi. Mmh. Mais sinon, comme je te dis, ouais, c'était plus du soulagement et d'être content d'être enfin sorti, de ce système-là, quoi. Je vois ce que tu ouais, je vois ce que tu veux dire. Hem, par rapport à tout ça, ton comment dire? Ton addiction, au fil du temps, comment elle a évolué? Comment tu l'as vu Ouais. évoluer? Parce que je sais que tu étais pas vraiment maître de toi-même et plus elle évolue, bah, soit plus tu plonges, comme certaines Mmh. personnes, malheureusement. Et c'est pour ça que les amis, je ne le répéterai jamais assez, mais je vous engage et je vous supplie de parler quand vous en avez besoin et de ne pas garder comment dire, votre mal-être pour vous parce que c'est le meilleur moyen de vous enterrer, psychologiquement parlant. N'hésitez pas quand ça va pas. Il y a des numéros 3008. N'hésitez pas à l'appeler. C'est fait pour. Euh, voilà. Le fait que toi, tu te sentais un peu coulé par rapport à ça, comment tu l'as perçu? Alors au tout début, donc ma consommation commencer par le cannabis parce que c'est par ça que ça a commencé. Ça a été, en 3e, tu vois, avec un pote qui fumait un joint dans son coin, qui avait l'habitude lui, et puis, Ouais, bah, par curiosité, tu vois, de vouloir, tirer dessus, quel goût ça a, quel effet ça fait. Je me suis retrouvé, complètement défoncé à mon brevet blanc et cetera, à me marrer comme pas possible, ouais, et du coup, bah, ça entraînait, un joint une fois de temps en temps quand je voyais cet ami justement. Jusqu'à, bah, le moment où tiens, tu fumerais bien tout seul le soir dans ta piole avec de la musique, donc du coup, bah, tu achètes et c'est là que tu ouais. mets le doigt.
dans un engrenage qui est pas fameux. Mmh. Et du coup, bah, je suis passé de, 1 ou 2 petits joints le soir pour me détendre, Mmh. à, bah, tiens, il m'en faut un au réveil et puis tiens, là, j'ai 2 minutes, je peux en rouler un, en fumer un rapide. Donc ça, c'est passé vraiment en 1 année ou 2 progressivement à, bah, tu fumes un joint tranquille dans ton coin, parce que, good vibe, Ouais, à, ça devient nécessaire de fumer, quoi. ouais, je vois ce que tu Et veux dire. ça a pris, comme je t'ai dit, ça a pris que quelques mois, même pas 1 année pour que ça passe de ça à ça, quoi. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Je vois pas de quoi tu parles, Dox. Mais OK. Après cette année-là, comment tu vivais? Juste comment tu vivais? Comment tu te sentais? Genre vraiment. Bah, alors à partir de ce moment-là, je me sentais un peu seul. Vraiment, je me sentais dans une très grande solitude, bien que, j'avais toujours ma bande d'amis, avec qui je sortais, avec qui on faisait des soirées, avec qui on s'amusait, on rigolait, on parlait et tout ça. J'étais tout le temps entouré de mes proches, mais mais à la fois très, très seul, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que quand j'avais ces pensées-là de, tu seul et puis d'un seul coup, arrive la remise en question par rapport aux études parce que tu vois bien que, bah, le travail ça prend pas, tu pas à garder un emploi stable, jour après jour, donc forcément, tu te demandes s'il y a pas quelque chose qui cloche, chez toi. Mmh. Et le truc, c'est que, bah, les joints pour oublier ces angoisses et ces trucs qui font un peu flipper, bah, c'est super efficace. Donc plus ça va, plus tu t'enterres là-dessous, quoi. Ouais, Et je vois ce que tu veux donc dire. c'était plus, ouais, voilà, un sentiment de solitude que personne ne comprenait parce que, bah, pour la plupart des gens, t'as des potes, tu sors, tu fais des activités, tu ne peux pas te sentir seul. Tu vois, c'est pas Mmh. possible. Et vraiment, bah, j'avais toujours un suivi psychologique à ce moment-là. Et je Ouais. suis tombé sur des médecins qui m'ont littéralement dit: «À ton âge, on n'a pas de problème, alors arrête de te plaindre et de t'inventer des problèmes, quoi». Ouais, je vois ce que Tu vois, tu veux dire. le gars, tu lui C'est dis que tu es au bord de la crise de nerfs et à vouloir absolument quitter ce monde et il dit: «Bah, mais à ton âge, on n'a pas de problème, mmh. on pense qu'à s'amuser», des choses comme ça, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Et c'est pour ça, et justement là-dessus, je vais y revenir, mais c'est super important de parler, de vous exprimer, même si beaucoup de personnes ne vous entendront pas, parce que tout le monde n'est pas apte et n'a pas envie d'entendre ce genre de choses. Mais il faut en parler. Il faut en parler à des personnes de confiance. Il faut savoir être écouté et il faut persister. C'est-à-dire que je sais que généralement, la première, la deuxième et la troisième personne à qui vous allez en parler vont pas forcément vous écouter, prendre le temps de vous parler, mais c'est super important. Faites-le, insistez, parce que vous en avez besoin et vous le méritez. Donc il n'y a pas de mauvaise attention. Vraiment, parlez, parce que c'est tout ce qui peut vous libérer. C'est bête à dire, mais aujourd'hui, les séances de psychologue, 7 séances par an, sont totalement remboursées, et concrètement, il n'y a rien de mieux que de pouvoir le faire de temps en temps. Ça permet de pouvoir vider son sac et ça permet de pouvoir poser ses émotions et de poser les bonnes questions. Ça paraît con, mais c'est réel par rapport à ça. Euh, Et bonsoir Sam. J'espère que tu vas bien. Je t'invite à te poser devant cette petite émission que nous faisons ce soir. À vous la parole avec comment dire, avec Gate, le chéri de Madame Lox. Euh, on parle actuellement addiction. Si jamais tu as des questions, vous avez des questions les amis, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Bien évidemment, on y répondra avec grand plaisir. C'est totalement fait pour ça. Exactement. C'est le tien, Malox, même si je te le pique de temps en temps. Mais voilà. Donc vraiment, faites-vous plaisir sur les questions. Dans le respect, bien évidemment, parce que tout manque de respect sera clairement sanctionné. Et là-dessus, il n'y aura pas de pitié. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Donc,
Posez vos questions, parlez, exprimez-vous, juste dans le respect et dans le calme, c'est tout ce que je demande. Exactement. On est là pour ça. On est là pour répondre à toutes vos questions. Par rapport à ton addiction et ton vécu, mon Gate, une fois que tu as passé cette phase vraiment de digestion de l'information, c'est-à-dire que tu as vu que tu étais en peine, que tu as senti que tu étais en peine, et malgré le fait que les gens ne t'écoutaient pas, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, du coup, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment, d'être comme laissé à l'abandon, tu vois? Ouais, Comme si, bah, j'aurais pu, enfin, j'ai l'impression de gueuler dans le cul d'une vache, quoi. Tu beau parler et tu vois, on te dit: «Mais va en parler, va écouter, enfin, va écouter des gens qui ont eu les mêmes problèmes, tu pourras trouver des solutions, et tout ça». Après, c'est vrai que moi, je vis dans une ville où les problèmes de «jeunes» entre guillemets, c'est pas ce qui importe le plus, quoi. Les problèmes comme ceux qui ont été les miens, c'est pas quelque chose dont on aime parler et c'est un peu passé, sous le tapis. Il y a des gens très, ouais. très bien qui s'occupent de ça, Mm. avec qui je travaille encore, mais c'est vrai que c'est pas voilà, si tu as besoin d'aide, tu vas ramer un petit peu, quoi. Mais Ouais, mais c'est vrai que, ouais, à l'époque, un petit peu un sentiment d'abandon et du coup, je me suis retrouvé, un petit peu, bah, moi contre enfin, en tout cas, dans ma tête, c'était comme ça que c'était moi contre le reste du monde. mm, C'était, OK, bah, ils ont pas besoin de moi, bah, j'ai pas besoin d'eux et du coup, je suis parti dans une démarche de, eh bah, tu vois, le fumer des joints, c'est pas grave, je vais les enquiller au possible ouais. et advienne que pourra, tu vois? De toute façon, je m'en sortirai, et puis toujours dans cet esprit de rébellion un peu j'ai besoin de personne, je vais m'en Mm, sortir tout seul et de ce besoin irrépressif de leur chier à la gueule, hein, clairement. ouais. De pas m'avoir aidé et comment dire? De se contempler le nombril, quoi. Ouais. Question, comment dire, par rapport à ça. Est-ce que tu penses, ou est-ce que tu sais aujourd'hui, si c'est une projection de ta figure parentale que tu as eue à l'époque? C'est-à-dire que, est-ce que tu as reproduit le schéma que tu as vu étant enfant au sein de ton foyer? Est-ce que tu sais Très si ça vient de là? ce t Très certainement parce que, tu vois, on m'avait dit quand j'étais plus gamin, c'était un psychologue qui m'avait dit ça. Il m'avait dit: «Quand on a un parent alcoolique, soit on fait tout l'inverse, soit on fait tout pareil» Ouais. et ça vaut pour, toutes sortes d'addictions et en fait, ça se vérifie assez bien parce que mon grand frère, donc le qui est le fils de ma mère, donc mon demi-frère, Mhm. lui qui a subi l'alcoolisme de ma mère aussi, à 18 ans, il s'est barré, il ne lui a plus reparlé depuis et il n'a jamais trempé ses lèvres dans un verre d'alcool. Ouais. Jamais de sa vie. Encore à Ouais, l'heure donc, actuelle, tremper ses lèvres dans un Monaco, c'est de l'ordre de l'impossible. ouais. Parce Et qu'il a moi, à vu les contrario, j'y suis allé ravages. plein dedans. Ouais. Exactement. Il a vu les Et il en ravages avait et peur. mm, c'est normal. Ok. Ouais, il y a eu Et vraiment c'est les deux schémas. Et ça, c'est exactement, bien. ouais. Au sein de la même famille, il y a eu les deux schémas typiques. Et comme Mmh. tu l'as si bien expliqué, c'est-à-dire que c'est soit tu y vas tête baissée, genre vraiment à 100% dedans et tu fais pas semblant, Mmh. soit bah, tu as celui qui concrètement va être repoussé, tel un aimant, de ça et va tout faire pour s'en aller. Va tout faire pour se barrer le plus loin possible. C'est ça. Là-dedans, c'est clair qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a jamais eu de demi-mesure. Euh, et comment dire, par rapport au schéma familial, justement, euh, comment, enfin, comment tu te sentais, toi, étant enfant, quand tu voyais ta maman qui concrètement sombrait comme ça? Ah bah, déjà, il y avait beaucoup de peur, hein. Vraiment, voilà, je vivais, les instants qui étaient chez moi avec la peur que ça reparte d'un seul coup, tu vois? Que d'un seul coup tu doives, bah, appeler les pompiers parce que c'est ton rôle, c'est toi qui es à la maison avec elle, le papa il est au taf.
Ouais, Donc en fait, t'es un peu l'homme de la maison, mais à cette époque-là, j'avais 5 ou 6 ans, tu vois. La ouais. première fois que j'ai décroché le téléphone pour appeler la police et les pompiers, je devais avoir 5 ans et demi. Mmh. Donc à 5 ans et demi, tu dois connaître le numéro des urgences, tu dois savoir à quel moment il faut ouvrir la porte. Tu sais que si jamais tu crains pour ta vie ou tu as trop peur, tu sais que c'est chez tel voisin qu'il faut te réfugier. Mmh. Euh, donc tu es dans un espèce de conditionnement de survie Mmh. qui en fait te bousille ton enfance. Ouais. Là Parce que tu es où tout le temps sur tes gardes. Exactement. Et surtout les problèmes que tu as quand t'es gosse, à savoir combien de POG je vais ramasser à la récré, est-ce qu'il me reste assez de billes pour demain, est-ce que j'ai pas loupé Pokémon, ça ne rentre même plus dans ta ligne de compte, parce que bah, tu as d'autres problèmes, et surtout il y a des gens qui comptent sur toi pour résoudre ces problèmes, ou en tout cas les Mmh. prévenir. Et donc c'est quelque chose qui est très dur à vivre, ça fait grandir extrêmement vite. Ouais. À 6 ans, tu as des préoccupations de gamin de 14 ans Mmh. euh, et des responsabilités qui sont pareilles, hein, du même âge. Parce que bah, ta maman, elle n'est pas en état de s'occuper de telle ou telle chose, donc bah, c'est à toi, petit gosse, d'assumer. Ouais. Et, Je vois ce que et tu je me veux suis, dire. et je me suis retrouvé des fois à faire 15 km en trottinette à l'âge de 6 7 ans pour aller jusqu'au boulot de mon père, donc aller carrément dans une prison, donc passer devant la cour de promenade avec tous les tolards qui te gueulent dessus parce que t'as rien à foutre là, Ouais. pour le prévenir que la maison était à moitié détruite, quoi. Ouais. Et donc c'est des images qui te marquent encore maintenant. Moi, les souvenirs, ils sont intacts, hein. Donc c'est vraiment un sentiment, tu vis dans la peur, dans le stress, Ouais. qui sont normalement des sentiments qui te sont totalement étrangers à cet âge-là. Enfin, Bah, pas surtout, comme ça. Pas comme ça, du moins. à cet âge-là, tu es surtout dans l'appréhension de tes émotions. C'est-à-dire que tu es censé pouvoir commencer à apprendre et à cerner tes émotions. Et t'es pas déjà Mhm, dans la gestion de tes émotions. c'est ça. Ce qui est très très compliqué. Et coucou ma Scarlett, merci beaucoup. Je te fais d'énormes bisous ma Scarlett. Si jamais tu as des questions par rapport à l'émission, on est en plein à vous la parole avec Gate. Je t'invite à écouter, à poser toutes les questions que tu as. On parle addiction et comment dire enfance un peu comment dire comment tu la qualifierais ton enfance? Avec quel terme tu la qualifierais Gate? De prime abord, je te dirais que ça a été une enfance malheureuse, Ouais, violente, mais à la fois, je sentais aussi que c'était un foyer qui était plein d'amour, mais il qui avait s'aimait pas la tête mal. à ça, quoi. Ouais, il Voilà, s'aimait mal. c'était pas un amour vache, mais c'était un amour mêlé à de la violence, à de l'alcool, etc. Hmm. Je sais pertinemment que ma mère m'a toujours aimé et mon père aussi, Ouais, mais c'est vrai que la période et les événements qui s'y passaient n'étaient pas propices aux démonstrations d'amour que des parents peuvent faire pour leur gosse, quoi. Mais sinon, si tu me sors un mot, j'ai eu une enfance marquante, quoi, dans tous ouais, les sens du terme. ok. Bon, on va reprendre cet adjectif-là, vraiment marquante. Euh, Par rapport à, comment dire, par rapport à tout ça, parce que je sais à quel point ça peut être difficile et tout ça, et genre, vraiment, un jour, je vous raconterai mon histoire, les amis, un jour, vous comprendrez pourquoi cette émission, un jour peut-être. Euh, Par rapport à ça, est-ce que aujourd'hui, je sais que l'Ox apaise beaucoup ça, et profondément. Ça, je le sais parce que voilà, je vous l'expliquerai un jour aussi peut-être. Vous en apprendrez peut-être un peu plus sur moi, mais euh, est-ce que si jamais tu dors sans madame, tu fais des cauchemars, de réels Ah cauchemars? oui, ah oui, clairement, oui. C'est des cauchemars qui partent en paralysie du sommeil, tu vois. Et au niveau de ces cauchemars-là, sur quoi ça revient le plus souvent?
Sur quoi ça revient le plus souvent? Le plus souvent, très honnêtement, c'est que je me fais pourchasser par un truc. Il y a vraiment un Mhm. truc qui me cavale après, mais je Ouais. saurais pas te dire ce que c'est. Comme une grosse Et forme, un peu. ouais, voilà, une giga ombre Ouais. qui serait à tes basques, et t'as beau courir, 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 elle gagne du terrain, elle gagne du terrain, elle gagne du terrain, et au moment où elle est sur le point de te choper, tu te réveilles. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Euh, J'ai pas de souvenir de cette période pour la bonne et simple raison que c'était pas ouf. Panzer, c'est pas que t'as pas de souvenir de cette période, c'est que tu les refoules. C'est pas pareil. Ton cerveau fait un switch. En fait, il passe en off. C'est con. Le cerveau se Un- protège. voilà. Un jour, je vous en parlerai de tout ça, les amis. Mais vous comprendrez pourquoi il y a tout ça. Euh, Au niveau de ça, de ton ressenti et tout ça, du fait que tu fasses des cauchemars, je sais qu'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, tu es encore suivi psychologiquement parlant. Ouais, tout à fait, Ouais. ouais. Combien de fois par mois à peu près? Une fois par semaine. Une fois par semaine? Ok. Ouais. Ça fait combien de temps que tu vois le même psychologue ou psychiatre? Ça fait plus d'un an maintenant que je vois la même personne, d'un Mhm, point de vue, pour ce qui est de la psychologue, et ma psychiatre, alors j'ai changé récemment, parce qu'elle est mhm, partie, elle est partie du centre où elle me suivait, ouais, mais ça a toujours été sur des périodes, qui dépassaient l'année, quoi. ouais, Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est important au possible, de trouver la personne avec qui tu t'entends très bien. Parce que du coup, tu t'ouvres à cette personne et ça te permet de créer une relation de mm, confiance. Et c'est là où tu vas pouvoir vraiment aborder les sujets en profondeur, et même sans t'en rendre compte, trouver des réponses à tes questionnements. mhm, Et donc ouais, c'est une fois par semaine à ma demande. Donc c'est dans un centre, un centre d'addictologie, pardon. Et cette personne est formidable, vraiment. ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah ça, tu vois, c'est vraiment bien que tu aies trouvé les bonnes personnes, parce que je sais que c'est très compliqué de trouver le psychologue ou la psychologue, ou le psychiatre ou la psychiatre apte à t'aider, parce que même s'ils ont tous fait des études, tous ne sont pas aptes à vous aider, les amis. Ça, c'est très important que vous en ayez conscience, encore une fois. Euh, les personnes à qui vous en parlez, vous pouvez en parler à 10, 15, 20 personnes. Sur ces personnes, il n'y en aura peut-être qu'une seule qui sera apte à pouvoir vous entendre et réellement vous aider et vous en sortir. Et surtout, des fois, ce sont des connards. Alors, je dirais pas comme ça, c'est qu'en Oui. fait, ils ne sont pas aptes à vous aider, vous, pour différentes raisons. Ils, s- Mais ils sont pas Ils aptes. sont tous diplômés, mais ils sont pas tous doués. Voilà, très bon terme. Manga, une question pour toi. Est-ce qu'à la période où tu fumais beaucoup, entre parenthèses, en gros, quand il est arrivé chez sa mère, si j'ai bien compris, fermez la parenthèse, est-ce que c'était des vrais potes ou c'était un cercle d'amis toxiques que tu avais? Parce que c'est important quand tu te mets des mines, d'avoir des gens de confiance à côté. C'était vraiment uniquement des personnes de confiance, des personnes avec qui je suis toujours en contact, Mhm, que madame a pu rencontrer, hein, il y a peu. mhm, C'est vraiment des vrais amis, ok, des personnes, je leur donne le bon Dieu sans confession, tu vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, Et Scarlett, envoie-moi un MP, s'il te plaît, on en parlera en privé et je vais essayer de prévoir un truc. Euh, Par rapport à ça, justement, justement, ça me permet de rebondir par rapport au cercle d'amis. Euh, Comment tu le vis aujourd'hui, justement, d'avoir ces amis de confiance? Ces gens où tu sais que tu peux encore compter sur eux, malgré tout ce que tu as vécu. Ah bah c'est une bénédiction en soi, hein, parce ils m'ont accepté quand j'allais bien, ils m'ont accepté quand j'étais au fond du seau, Mhm, et ils m'acceptent maintenant que je suis sorti de ce seau. ouais. Donc c'est-à-dire que Et. quoi qu'il arrive, quoi qu'il me soit arrivé, peu importe le mood dans lequel j'étais, Mhm, ils ont toujours été à prendre des nouvelles, à savoir si ça allait, à s'inquiéter, entre guillemets. ouais. Mais comme dans ces moments-là, t'es pas non plus réceptif à l'aide qu'on te propose, hein.
Non, Il faut pas se le ça cacher. c'est clair. T'es pas dans le bon mood. T'es Et pas dans non, le tu bon vois, mood. se faire aider, aller demander des conseils, etc., c'est très très bien et c'est très important. Mais si soi-même on n'est pas dans une démarche de sortir de cet engrenage-là et de se faire aider réellement, ça peut pas marcher. Hmm, tout à Et fait. non, non, c'est des personnes qui ont été extrêmement présentes pour moi, qui m'ont fait les plus beaux cadeaux de la terre, qui ont été vraiment d'un soutien incroyable quand j'en avais besoin. Ouais. C'est évidemment, ils n'ont pas la science infuse, donc ils n'avaient pas les réponses à mes questions, à mes soucis, etc. Mais c'est vraiment des gens sur qui je peux encore compter aujourd'hui. Et pour ça, je les en remercie, quoi. Ouais. Non, bah ça, tu m'étonnes, c'est hyper important. C'est hyper important. Euh, Au niveau, comment dire, comment dire, de ton ressenti et de ce qui a pu se passer à l'époque, comment dire qu'une seule personne qui peut décider, t'as envie d'être aidé, c'est soi-même malheureusement. Exactement, et là-dessus, je vais y revenir, manga. Euh, Quand t'as vécu cette période, quand t'as vécu tout ça, euh, aujourd'hui, maintenant que t'as un œil plus lointain et un peu avec plus de recul et de maturité par rapport à tout ça, euh, qu'est-ce qui a fait que ces personnes sont restées, selon toi, avec toi? Qu'est-ce qui, selon toi, fait que aujourd'hui encore, elles sont à tes côtés? Bah, selon moi, je pense que c'est parce que même quand j'étais défoncé au possible ou bourré comme pas permis, j'ai jamais changé vis-à-vis d'eux. Je suis toujours resté très respectueux avec eux. Je les ai jamais embarqués dans des histoires complètement abracadabrantesques. Ouais, Je suis toujours resté le Gaëtan qu'ils ont connu quand il fumait simplement quelques joints, quoi. J'étais plus dans mon même état, il y avait des trucs qui changeaient dans mon comportement, bah, parce que les addictions, ça aide pas à devenir sain d'esprit, hein. Mais, malheureusement. mais je suis toujours resté l'ami pour eux que si t'as besoin de moi, de jour comme de nuit, je serai là pour toi. Ouais, J'ai toujours fonctionné comme ça avec mes amis. Tu vois, les amis, c'est la famille qu'on choisit. tout à Et, fait. et j'ai toujours mis un point d'honneur à être là pour mes amis quand ils en ont besoin. Et ils ont toujours pu compter sur moi. Quoi qu'il arrive, peu importe mon état, ma détresse, mes problèmes, etc., j'ai toujours été là pour eux. Et c'est vrai que bah, on a grandi ensemble. Tu vois, pour la plupart, on est devenus des hommes ensemble. Mhm. On a vécu nos expériences amoureuses, sexuelles, etc. à peu près au même moment. Donc on était vraiment ce groupe où on pouvait parler de tout, sans aucun jugement, dans la bienveillance. Vraiment, on était vraiment une bande de potes ultra soudés. Ouais, Et je pense que bah, ce lien est resté malgré tout, malgré le fait qu'il y en ait qui soient partis dans le nord de la France, il y en a qui sont carrément dans d'autres pays en Europe. Mais il y a toujours cette petite pensée les uns pour les autres de tiens, on va demander des nouvelles à un tel, savoir comment ça va. ouais. Et toujours dans l'inquiétude de j'espère que ça va pour lui, quoi. C'est Et je toujours pense dans que l'attention de savoir si ça va réellement bien ou c'est pas de la façade. Parce que c'est ça ça. c'est un truc, un jour on en parlera aussi peut-être, les amis, parce qu'il y a tellement de sujets à évoquer dans cette émission. Mais comment dire, ce genre d'amitié, c'est-à-dire que vous avez les amitiés de façade, et les amitiés vraiment réellement en profondeur Mm. et saines. Et là, tu as eu la chance, et vraiment, je te le souhaite de tout mon cœur, c'est de les garder le plus longtemps possible et de vivre le plus longtemps possible à leur côté. Euh, Parce que des amitiés comme ça, bah malheureusement, on n'en a pas beaucoup dans une vie. Des Non, c'est sûr, fois, de tomber sur des amis qui deviennent plus que des amis, qui deviennent vraiment des frères et des sœurs, tu vois, c'est ça, vraiment à proprement parler, c'est extrêmement rare et je vous souhaite à tous de connaître ça et de pouvoir garder ce lien le plus longtemps possible. exactement. Et malheureusement, certains jeunes d'aujourd'hui, même d'avant, n'ont pas eu la chance de les construire dès leur plus jeune âge. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, je le sais, j'en ai parfaitement conscience, et justement cette émission aussi est là pour remettre les choses un peu dans leur contexte. D'ailleurs, je vais vous remettre le numéro, les amis.
N'hésitez pas à appeler ce numéro si jamais vous avez besoin de parler. Ne restez pas dans la détresse psychologique ou physique, parce que c'est le pire moyen, c'est le meilleur moyen pour plonger. Et justement, si jamais vous avez besoin de parler, faites-le. Ça sert à ça. Euh, Par rapport à ça, par rapport à, comment dire, à ton addiction, qu'est-ce qui a fait que, comment dire, t'as commencé à t'en sortir? Là, on a vraiment abordé vraiment le fond de la cuvette, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu étais au fond, tu étais vraiment dans le fond du seau, comme tu m'as dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qui a fait que tu as remonté le truc petit à petit et tu as pris conscience de ça? Alors, donc pour ce qui est de la consommation de cannabis sous formes diverses et variées, ça a été vraiment du jour au lendemain. Parce que le fait de fumer me déclenchait des crises d'angoisse terribles. Ok. Et donc, mais vraiment les crises d'angoisse niveau max, hein. Donc c'est vrai que ça calme. Et quand tu associes un produit à une source d'angoisse, forcément tu t'en éloignes. Et entre guillemets, j'ai eu de la chance de ressentir ça parce que ça m'a permis de décrocher complètement de tout ce qui était la bœuf, le shit. Vraiment, j'ai mis ça derrière moi il y a un paquet de temps. Ouais. Et en ce qui concerne l'alcool, alors il y a eu plusieurs moments un peu clés. C'est-à-dire que quand j'ai eu 20 ans à peu près, je suis allé dans un centre de réadaptation où donc tu es avec d'autres patients qui souffrent d'alcoolisme, d'angoisse chronique, de dépression, de schizophrénie. Mhm. Mais c'est une réinsertion par le travail. Donc on travaillait dans un village vacances. Ouais. Les clients ne sont absolument pas au courant que tu as des pathologies. Ok. Et toi, petit à petit, avec un suivi des activités et tout ça, tu es censé te libérer un petit peu de tout ça et de pouvoir repartir vers un emploi et une vie active normale. Hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais autant picolé ou pris de drogue que là-bas. Ouais. Donc vraiment publicité mensongère possible. Et donc c'est vraiment en sortant de ça que ma consommation d'alcool, qui était déjà plus qu'excessive, est devenue ingérable et incontrôlable. Mhm. Donc pour te donner un ordre d'idée, j'étais à 22 bières de 50 centilitres à 9 degrés par jour, en moyenne. Ok. Ok, Ça, donc oui, c'était effectivement. quand je rajoutais pas un litre de whisky par au-dessus, ou de la vodka, ou du gin, enfin, Ouais. tout ce qui passait. Et puis c'est pas les trucs, tu vois, c'est pas de la bière premium, hein, c'est de la 8,6, c'est de la Hmm. Dex Beer achetée 50 centimes à Casino, quoi. Ouais. C'était Et les bières, bah c'est les fameuses bières un peu clichés, malheureusement. ah bah, Mais c'est les oui, bières un peu évidemment. clichés parce elles sont pas excessives en termes de tarifs, donc forcément tu peux en consommer un peu Ouais. plus. Et ouais, et elle te casse bien la tête. Et du coup est arrivé un jour où j'étais dans ma chambre en train de boire ma bière, etc. Et ben en fait le problème c'est que je suis passé de 22 bières la veille Mhm. à 2 ce jour-là. Ouais. Uniquement 2. Et là le cerveau il a pas compris et j'ai fait ce qu'on appelle un syndrome de sevrage. Donc, c'est quand le cerveau se pose la question de pourquoi tu lui apportes pas sa dose d'alcool Ouais. habituel. Bah Et ça ce qui pique. fait que j'ai juste eu le temps parce que j'habitais encore chez ma mère à cette époque-là, Mhm. j'ai juste eu le temps d'appeler ma mère à l'aide parce que je me suis senti partir. Et après, ça, c'est ce que ma mère m'a raconté et les urgentistes qui m'ont dit Mhm. que j'ai convulsé, les yeux révulsés. Je ne connaissais plus mon prénom, la date du jour, mon âge. J'avais vraiment plus du tout ces informations. Et c'est quand j'ai repris connaissance dans la salle des urgences à, à vraiment me souvenir par bribes ce qui s'était passé, où là j'ai eu le déclic où je me suis dit l'alcool plus jamais parce que j'ai vraiment failli en crever. Ouais. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai entrepris une démarche de sortir complètement de l'alcool. Je vois ce que tu veux dire. Euh, Psychologiquement, il aurait pu y passer. C'est pas exactement. Bah, de toute façon, le syndrome de sevrage, justement, c'est le pire.
Et Mm. là-dessus, j'ai vu plusieurs témoignages, je l'ai vu de mes yeux aussi, quand j'étais à l'armée, notamment. Donc je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait, je le vois. Voilà. Je l'ai pas vécu, mais quelqu'un en face de moi l'a vécu. C'est Et très ça costaud. laisse des séquelles. Ouais, c'est très très costaud. Ça fait très mal. Euh, Psychologiquement, après, après ça, vraiment, l'après-coup, 1, 2, 3 semaines après, comment tu te sentais? Bah déjà, dans les premiers temps, à ma sortie de l'hôpital, on m'a fait une prescription pour aller voir une infirmière dans un centre d'addiction, Mhm. d'addictologie. Et c'est vraiment là, quand j'ai eu ce papier dans les mains, où je me suis dit, ok, on arrête de mentir, on arrête de se mentir à soi-même, on arrête de mentir aux professionnels de santé que je pouvais rencontrer. Parce que j'ai berné pas mal de monde avec ça, c'est-à-dire que les psychiatres, j'ai réussi à les avoir dans ma poche. Ils pensaient, mais convaincus comme pas possible, que j'avais arrêté l'alcool quand j'avais 16 ans, alors que quand j'allais les voir, j'étais peut-être à 3 grammes, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, comme je te dis, quand j'ai eu ce papier dans les mains, je me suis dit, on arrête de mentir à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que la première personne à qui j'en ai parlé, c'était à ma mère, Mhm. où je lui ai dit, j'ai un problème avec l'alcool, je suis alcoolique, mais je vais m'en sortir, c'est décidé. Quand j'ai vu mon psychiatre juste après, donc c'était la même semaine, je lui ai tout avoué. Je lui ai Ouais. absolument tout avoué, que je lui avais menti, que j'étais absolument bourré à chaque rendez-vous qu'on avait, que je ne dessoulais jamais, à tel point que je me suis fait arrêter une fois, et quand les policiers m'ont fait souffler dans leur éthylomètre au poste, j'ai fait une pointe à 6 grammes 34. Zéro vanne. Vu que je dessoulais jamais, le taux d'alcool ne faisait qu'augmenter. Ouais. Et les mecs en revenaient pas que j'étais encore debout à parler normal et tout ça. Et en fait, il y a eu une prise de conscience de si tu continues, tu vas crever. Et donc Là, c'est un sursaut psychologique, vraiment. ouais, là il y a un truc dans le cerveau qui s'est passé, autre que le syndrome de sevrage. Mm. C'est qu'il y a eu vraiment, ouais, comme tu dis, un déclic de si tu fais rien maintenant, dans 1 an et demi, 2 ans, tu pars les pieds devant. Mm. Il y a une image que j'ai par rapport à ça, qu'on m'a donnée. Mhm. C'est quand t'es face à ce genre de situation, depuis un moment, 2 semaines, 3 semaines, un mois, autant de temps que vous voulez, peu importe, pour n'importe quel sujet. Vous êtes face à une pièce qui est plongée dans le noir. Votre doigt en face de l'interrupteur, et vous avez le choix d'appuyer ou non. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous appuyez pour voir ce qu'il y a dedans ou pas? Ça, c'est le pire. Parce que le cerveau déteste être choqué. Il déteste ça, d'où le syndrome de sevrage. Euh, Parce que vous le coupez brutalement de ses habitudes, vous le coupez physiquement et psychologiquement de ce qu'il aime. Enfin, de ce qu'il aime, ce qu'il pense aimer. Parce que des fois, il aime des choses qui nous font du mal, malheureusement. Et justement, par rapport à ça, comment dire, t'as eu le déclic parce que justement, t'es passé littéralement à 2 doigts de la mort. Mhm. Littéralement. Et là, c'est ton corps lui-même qui a dit à ton cerveau, c'est simple, t'as 2 choix. Soit t'appuies, soit t'appuies pas. Si t'appuies, tu t'en sors. Si t'appuies pas, tu sais où ça Ouais. va. C'est exactement Et ça, ouais. ton cerveau a fait le bon choix. Ah bah oui, Personne, oui, clairement. c'est ça. Et personne n'est apte, et là-dessus, les amis, je vous invite vraiment à insister là-dessus. Ne jamais juger quelqu'un par rapport à ça. Jamais juger quelqu'un par rapport à tout ça, parce que vous ne savez pas, en fait, ce qui peut le pousser à consommer ou pas. Essayez de l'écouter. La seule solution, c'est l'écoute, l'aide, et ne le tirez pas, en fait. Ne lui imposez pas des choix qu'il n'a pas envie de faire, mais essayez de l'écouter le plus possible. S'il a envie de s'en sortir, ça fera le déclic.
naturellement. Bah, c'est Vous aurez même c'est pas besoin très de faire bien quoi que que ce soit. c'est très bien que tu dises ça parce que je vois souvent des gens qui disent tel ami que j'ai est en train de sombrer là-dedans ou de choses comme ça. Venez, on va aller lui parler tous ensemble pour lui faire comprendre. Mmh. Là, t'as deux options qui vont s'offrir à toi. C'est soit ça va lui faire prendre conscience de quelque chose et dans ce cas, bravo. Mmh. Soit ça va lui mettre un coup de pression monumental et ça Et va ça va aggraver la situation. c'est ça. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'état psychologique de la personne pour qu'elle en vienne à des extrêmes pareils. Donc c'est pour ça que les amis, je vous invite très fortement à écouter. Si vous avez des signaux que la personne en est au début de sa phase d'addicto, vous pouvez commencer à lui parler. Mais ne la poussez pas. Parce que si jamais vous la poussez, c'est comme si vous étiez au bord d'un ravin et la personne, en fait, en essayant de vous tirer, bah, vous fait tomber. Mm. C'est imagé, mais je la trouve réelle, cette image. Parce que, exactement comme dit Panzer, plus tu pousses à faire l'inverse. C'est mécanique. C'est con, mais c'est mécanique. Euh, Par rapport à tout ça, comment dire, ton vécu et tout, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à ton toi? Imagine, tu te vois, toi, à l'âge de 12 ans, en face de toi. Qu'est-ce que tu te dirais? Il y aurait un paquet de choses. Oh, c'est pas grave. Euh, déjà, je me conseillerais fortement de rester loin du chemin qu'avait pris, enfin que j'ai pris du coup euh, ces, ces dernières années, quoi, de vraiment s'éloigner de toute substance psychotrope ou qui peuvent altérer ta réalité. Parce Mhm. que c'est très efficace. L'alcool, c'est le meilleur antidépresseur du monde, mais c'est aussi le plus dangereux. Ouais. Je dirais que malgré qu'il y ait qu'il y ait beaucoup de noir sur le tableau, il y a quand même des petites taches blanches par-ci par-là, et que c'est sur ça qu'il faut focus. C'est que Exactement. la vie, c'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc. La plupart du temps, c'est assez gris. Mais il faut savoir se concentrer sur les choses qui t'apaisent, qui te font du bien Mm. et qui soient saines surtout. Parce que des conneries, tu vas en subir des coups foireux, tu vas en avoir toute ta vie. Et des occasions de te vautrer, il y en a plein, mais c'est tout autant d'occasions de te relever. Et, euh, et surtout comment dire, de pas arrêter de croire en lui-même. Parce que c'est ce Ouais. que j'ai fait. J'ai pensé que j'étais une cause perdue et que tout le monde s'en foutrait, que je sois là ou que je ne sois pas là. Et c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai et que de bonnes personnes et de l'aide, c'est trouvable. C'est Ouais. vraiment, c'est trouvable. Même si c'est parfois compliqué, parce qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde, on n'est pas forcément prêt à un instant T à recevoir tel ou tel type d'aide. Mais il y a un moment donné où ça se trouve et ça peut grandement changer la vie. Et ouais, voilà, vraiment de pas croire que t'es tout seul. Ouais, exactement. Mais ça, après, l'antidépresseur, c'est pour ça que beaucoup de jeunes, malheureusement, tombent là-dedans. Parce que c'est un Mhm. antidépresseur pas cher, fidèle, un peu trop fidèle, et qui est très efficace. Et Parce très qu'on ne... libre d'accès et absolument Ouais, pas contrôlé. exactement. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas assez aux jeunes. Genre vraiment. Euh, Aujourd'hui, imaginons, tu es dans une classe de jeunes de 15 à 18. T'en vois deux, trois qui sont un peu paumés. Qu'est-ce que tu irais leur dire? Que moi aussi, j'ai été à leur place et que je sais très certainement par ce par quoi ils passent, Hmm.
qu'il faut pas qu'ils pensent que le monde est contre eux. Et il ne faut pas être contre le monde non plus. Mmh. Qu'on met tous plus ou moins de temps, ça varie en fonction des personnes et des âges et des milieux et de tout un tas de paramètres, qui ne doutent pas de trouver leur voie et les gens qui leur correspondent un jour. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est certes, d'accord, vous êtes là, vous vous sentez seul. Là, Mmh. vous avez un manque au fond de vous, même sans savoir ce que c'est. Mais vous allez trouver la personne ou la chose ou le métier ou ce que tu veux qui va combler ce vide et qui va t'amener vers une meilleure version de toi-même encore. Mmh. Il faut pas penser que parce qu'on rentre pas dans une case de stéréotypes ou parce qu'on est différent sur certains points ou qu'on perçoit pas les choses de la même façon ou qu'on voit le monde d'un œil différent, Mmh. on est forcément tout de suite à exclure. Il faut se faire confiance, il faut parfois un peu courber les chines, mais il y a un moment donné où tout ça change et il y a un moment donné où le soleil se lève. Ouais, exactement, C'est certain. exactement. Et merci beaucoup, mon fin fond, pour le raid. Bonsoir, bienvenue les amis. Je vous invite à vous poser, à écouter, à discuter avec nous. N'hésitez pas. Merci encore à mon fin fond pour ton raid. J'espère que ton stream s'est bien passé sur DBD. Installez-vous, les amis. On parle addicto, on parle, comment dire, jeunesse un peu compliquée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le respect, bien évidemment. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Installez-vous. Vous allez voir, on va pouvoir parler de tout avec tout le monde. Je te fais des gros bisous, mon fin fond. J'espère que ton stream s'est bien passé. Et merci encore. Euh, Vis-à-vis de ton passé aujourd'hui, la rencontre avec madame, là on va parler un peu plus sentiment. Mhm, bien sûr. Euh, comment ça s'est passé la rencontre avec ta chérie? Alors, il faut savoir que Madame Lox, je l'ai connue sur Twitch d'abord. C'était au mois de février, il y a plus d'un an maintenant, presque 2 ans, je Mhm. crois, si je dis pas de bêtises. Ok. Au départ, j'étais simple viewer qui cherchait du contenu avec du DBD. Mhm. Voilà, avant que Madame ait en aversion ce jeu et le désinstalle définitivement. Euh, voilà, et puis je suis tombé du coup sur son stream. Et tout de suite, ça a été la petite réflexion. Ah, tu t'appelles Layo comme Alexis Layo, le chanteur de Children of Bodom. Et c'est le cas. Et du coup, bah, elle aimait l'horreur, elle aimait des BD, elle écoutait du Heureux ma métal. pays. Donc je me dis, ce stream est absolument parfait. Et c'est vrai que bah, tout de suite, quasiment, j'ai dit à son chat et à elle que bah voilà, j'étais en train de me sevrer de l'alcool, que j'étais en train de devenir sobre et que bah, je traînais sur Twitch pour me changer les idées Mhm. et ainsi de suite. Je venais régulièrement, je venais quasiment à chaque fois qu'elle streamait, j'étais là, je discutais, et puis voilà, dans la bonne ambiance. Et il y a un moment donné où j'ai arrêté de venir, c'était au moment où j'ai entamé justement cette formation avec, tu sais, en élevage animalier, etc., parce que je m'étais concentré là-dessus. Mhm. Et j'ai enchaîné donc la déception de cette formation, plus j'ai chopé le Covid. Donc c'était pas La la doublette. joie. Voilà, la doublette magique. Du coup, je suis retourné sur son stream alors que j'étais à moitié en train d'agoniser dans mon pieu. Mhm. Et donc le stream se passe, je lui donne des nouvelles, et elle, de son côté, s'inquiétait de plus me voir, ouais, comme elle le dit elle-même. Elle en avait même parlé à ses modérateurs de «Mais on le voit plus, j'espère qu'il s'est rien passé, qu'il va bien», et elle comptait m'envoyer un message. Et il se trouve que ce message, elle me l'a envoyé juste après son stream, Mhm. aux alentours de quoi? 22 heures. À chaque fois, je me plante dans les horaires. Et sauf que moi, je reçois un message de Madame Lox, j'avais son Discord et tout ça, hein, Mhm. et je me dis,
qu'est-ce qu'une streameuse peut bien en avoir à foutre de ma tronche, quoi? Et du coup, le fun fact, c'est qu'au lieu de lui répondre où elle m'a demandé, elle m'a juste dit un coucou, comment tu vas? Mmh. J'ai mis quoi? 1 heure et demie ou 2 heures à lui répondre, pas parce que j'étais occupé, parce que j'ai checké son profil sur son Discord pour être sûr que c'était pas un scam Mmh. ou un bot ou une connerie comme ça, parce que j'y croyais absolument pas du tout. Ouais, je Et vois ce du que coup, tu veux dire. quand j'ai réuni les éléments, que j'ai comparés et que tout collait, j'ai dit: «Bon, bah, écoute, elle m'envoie un message, c'est très sympa, je vais lui répondre quand même». Ah vraiment, je voyais si ça matchait, quoi. Chercher les 7 erreurs, et du coup, je lui ai répondu et ce soir-là, ce stream-là, elle avait dû couper parce qu'il faisait un méga orage chez elle. Et au fil de la discussion, on s'est rendu compte que, elle comme moi, on adorait les orages, on adorait mater ça. Mmh. Et du coup, madame a décidé de prendre sa webcam, de me l'installer, à sa fenêtre Mmh. pour qu'on puisse mater l'orage ensemble, quoi. Et Stylé. en fait, il s'est avéré que la conversation s'est terminée aux alentours de 5 heures du mat, parce qu'on n'a pas arrêté de discuter de choses et d'autres. Et en fait, bah, rebelote le lendemain, et puis le lendemain, et puis le lendemain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où on s'est dit, tiens, on a commencé à regarder des séries en écran partagé, et plein de petites choses comme ça, s'envoyer des messages, on avait nos numéros de téléphone respectifs. Mmh. Et jusqu'au moment où, tu sais, ce sentiment de quand tu te réveilles, et puis bah, t'as pas le message de la personne, et ça te fait un peu chier, quoi. Mmh. Le Et c'est fameux moment où tu commences à te rendre compte de: «Ah!» Mmh. C'est merde, je commence à éprouver des trucs, quoi. Et ce qui est beau, c'est comment dire, ça s'est passé de la même façon et au même moment pour nous deux, quoi. Le moment où tu te dis, attends, ça commence à être bizarre parce que la personne me manque, quoi. La dépendance. C'est ça, ouais. Une nouvelle addiction. Il est tombé accro, Lox, fais gaffe. Et du coup, est arrivé un moment donné où on s'est posé, on s'est dit, on va discuter 2 minutes parce que bah, je commence à beaucoup, beaucoup t'apprécier et c'est réciproque. Et du coup, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Et du coup, on a officialisé notre relation un 16 août. Tout ça sans ne s'être jamais encore rencontré. Ouais. Tout ce qu'elle avait eu, c'était une photo de moi, absolument, genre en sortie de douche, absolument pas coiffée, la barbe dégueulasse, etc. C'était vraiment encore l'époque où je prenais absolument pas soin de moi. Et malgré ça, c'est passé. Et voilà, et du coup, après, bah, j'ai pris l'initiative, avec son accord bien évidemment, de prendre un Airbnb dans le bled où elle habitait Mmh. pour 3 jours, hein, afin qu'on puisse se rencontrer. Et puis, bah, je suis resté 2 semaines ou 3 semaines, parce que j'allais chez mon Mmh. frère qui habitait pas loin après. Ouais. Et puis après, on est descendu en Savoie pour le Pacs de ma meilleure amie. Et puis au final, au lieu de se séparer là, bah, elle est venue à la maison ici en Auvergne. Et puis, ça nous faisait chier de nous séparer, donc on s'est un petit peu suivi dans les allers-retours, Auvergne-Paris, Auvergne-Paris, jusqu'à ce qu'on décide au mois de décembre dernier d'emménager ensemble, quoi. Ouais. Donc Je vois ce que tout est ouais. parti de Twitch, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Mais quoi exactement, ne jamais juger le physique d'une personne parce qu'en fait, tu ne sais pas ce qui l'a amené, en fait, à son état physique actuel. Voilà. Ça, c'est super important. Vraiment, les amis, j'insiste là-dessus, mais c'est super important. Ne jugez jamais le physique d'une personne que vous ne connaissez pas, ou même que vous commencez à connaître, parce qu'en fait, vous ne savez pas ce qui l'a amené à ce moment-là. Donc, au contraire, essayez de l'écouter, comme ça s'est passé pour monsieur et madame. Juste, le temps fera les choses. C'est tout. Ouais, pas besoin de plus. Il a step up aussi physiquement, je vous assure, c'est plus le même homme. Mm. Ah bah, toi en plus, t'as les photos, hein, Clégan, Oui, donc moi j'ai les preuves. Et je peux garantir que oui, effectivement,
Ah Il a step bah, up. le Euh, troll des cavernes est devenu petit oisillon, quoi. petit oisillon, j'aurais plus dit grand condor, mais on les connaît les photos sous la douche. Alors non, Oh là, ma Scarlett, je ne parle pas de ce genre de photos. Ça, non, ça ne me concerne pas. ça, c'était après ça. Voilà, ça ne me concerne pas, ça. Il est canon. Exactement, il est canon. Il est beau. Et ça, la belle barbe. Ça, c'est que pour moi, exactement. Euh, mais justement, par rapport à ça, truc tout con, mais quand tu étais justement dans ta phase de rémission, parce que c'est une phase de rémission, Mhm. au début, justement, que tu discutais avec Lox et tout ça, comment tu voyais la plateforme Twitch? Comment est-ce que toi tu la voyais? Qu'est-ce que t'en pensais? Oh, bah, c'était. Comment dire, je trouvais pas encore trop ma place à ce moment-là. Mhm. Je traînais surtout sur un autre stream, le stream d'Emma TV, voilà, qui maintenant a arrêté. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le stream de Lox, mais j'y allais vraiment de façon un peu succincte. Voilà, j'y passais 1 heure et puis j'éteignais et puis je revenais, Ouais, etc. J'ai l'impression de pas trop être à ma place. Et c'est après, en fouillant, que j'ai compris que bah, c'était quand même un outil absolument génial. Et c'est quelque chose que je ne maîtrisais absolument pas. C'est-à-dire que tu me ouais. parlais de subs, de bits, de cheers, etc. Moi j'étais là, qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que J'y tu me bite baragouines? rien. C'est ça, putain. Il n'y a pas un lexique fourni avec le site direct que je m'y retrouve, tu vois. Et Malheureusement, non, ça puis, n'existe pas. et non. Et puis du coup, bah, j'ai commencé à traîner sur des streams. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime pas du tout les gros streams où il y a 200 personnes, où tout le monde parle en même temps. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est le bienvenu, mais il y a de la place pour personne. Tu vois, c'est un peu. Ouais, Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu une secte, tu vois. Il y a les habitués et il y a ceux qui débarquent. ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que je cherche toujours dans les petites communautés recommandées ou trucs comme ça. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, bah, j'ai pu connaître Monsieur Docteur Lapicouse, qui du coup j'ai El pu te famoso connaître aussi. docteur. El Oui. famoso Doctor, sí. Allez, Euh, ça grotte, et que j'ai oui. pu, du coup connaître des personnes à droite et à gauche qui sont maintenant des amis que j'ai rencontrés IRL, avec qui j'ai passé des super soirées, de super moments. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même un magnifique moyen de mettre en relation des gens qui ont un même centre d'intérêt ou une même passion, Mhm. et de pouvoir échanger justement sur ces sujets. Donc j'y suis allé sans aucune appréhension aucune, sans au départ trouver un petit peu ma place, ni trop savoir ce que je foutais là. Et puis au final, bah, me sentir dans un espace qui me correspondait plutôt bien, même si je suis Mhm. un lurker professionnel. Voilà, de passer de bons moments et de pouvoir rencontrer des gens que j'aurais pas eu la chance de rencontrer sans ça, quoi. Ouais, et t'as bien raison. Et coucou Objectif, comment vas-tu? Heureux, mon Juju. Mais du coup, ouais, justement, et ça, à mon sens, ceux qui me connaissent et ceux qui sont là depuis un petit moment le savent, Twitch, c'est super important. La proximité qu'on peut avoir avec nos communautés, je vous en parlerai après, les amis, avant qu'on fasse le petit inside the backroom, avant qu'on aille se faire caca culotte dessus. Mais les communautés sur ce genre de plateforme, c'est tellement important, vraiment. Euh, Vous n'avez pas idée à quel point, en tant que streamer, on se sent concerné par vous. Vraiment. Merci beaucoup, Objectif. Merci infiniment. Donc justement, ça c'est super important. C'est-à-dire que des fois, comme tu l'as dit, quand toi tu parlais en fait sur le stream de Lox et tout ça, bah, en fait le jour où tu viens pas, les fois où tu viens pas, on est là en mode c'est bizarre. Pourquoi il ou elle est pas là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je comprends pas. Il est peut-être arrivé quelque chose, j'ai peut-être dit quelque chose de mal, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi? Voilà. On est tout le temps dans le questionnement.
parce que c'est super important pour nous que vous alliez bien et que vous puissiez vous exprimer en toute franchise avec nous. Parce qu'on est là pour ça. Que vous puissiez avoir vraiment un endroit, une place où, bah en fait, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de mise en avant de quelqu'un. On est tous au même niveau, on est tous là pour discuter, et voilà, c'est tout. Et coucou mon loulou, merci beaucoup. Euh, Aujourd'hui, là on arrive sur la fin, Mm. mon Gate. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tout ça? Tes phases d'addicto, Euh, tes phases comme étant plus jeune et autres, voilà. Alors pour ce qui est de ce que j'ai vécu quand j'étais gamin et dans mon adolescence et tout ça, j'ai pardonné. Ça m'a pris du temps, mais j'ai pardonné ce que j'avais pu subir et ce à quoi j'avais dû faire face. Donc tout ce qui était tu sais, la violence intrafamiliale, etc. Voilà, j'ai tiré un trait dessus. Je vis très bien avec, ça fait partie de mon histoire, je la renie pas. Mhm. C'est plus quelque chose qui m'effraie, pour laquelle je me sens responsable. J'ai fait la paix avec ça. Ok. Euh, pour ce qui est comment dire, de ce sentiment d'échec par rapport à mes études, j'ai compris, peut-être un peu tard, mais j'ai compris que bah, à n'importe quel moment, en fait, tu pouvais reprendre des études et si tu t'en sentais capable et si tu le souhaitais, pouvoir accéder à ce que tu voulais faire il y a quelque temps. Hein. C'est pas parce que quelqu'un te dit bah maintenant stop que c'est un stop définitif et que tu ne pourras plus jamais faire ça. Il y a des tas de moyens de reprendre des parcours là où on les a stoppés. Mhm. Et par rapport à mes addictions, alors je suis totalement sobre depuis bientôt 2 ans. Ça fera 2 ans au mois d'octobre que j'ai pas touché une seule goutte d'alcool ni n'importe quelle drogue que ce soit. C'est toujours pas quelque chose que je prends pour acquis. Mhm. J'ai encore parfois des tentations, évidemment, hein, parce que tu te débarrasses pas de plus de 10 ans d'alcoolisme comme ça. Non, et malheureusement, Y tu peux jamais t'en et ouais. débarrasser. Et ouais, C'est très compliqué. c'est trop simple. J'ai eu de la chance en soi que mon cerveau me laisse tranquille au niveau des envies et des rechutes, parce qu'il n'y a pas eu une seule rechute et il n'y a jamais eu une fois où une envie m'a fait céder, Mhm. où j'ai craqué et je suis reparti là-dedans. Il n'y a pas eu une seule fois, donc pour le coup, c'est une fierté, hein, on va pas se le cacher. C'est Mhm. pas quelque chose de terminé, c'est un travail qui ne s'arrêtera peut-être jamais, Mhm. mais je suis prêt à faire ce travail et à ne pas le lâcher. Mhm. Donc la globalité de tout ça, c'est une immense fierté d'avoir pu avancer sur tous ces sujets, de m'être débarrassé de démons qui me suivaient depuis mon enfance, et du coup de maintenant avancer dans la vie avec bien plus de sérénité et de confiance en moi que ça ne l'a été auparavant, quoi. Et rien que pour ça, comme il le dit sur le chat, et comme j'allais te le dire, tu peux être sacrément fier de toi, mon Gate, parce que, comment dire, une épreuve pareille, t'as pas 36 solutions. C'est soit Mm, t'en trépasses, qu'on soit honnête, hein, soit t'en trépasses, soit tu t'en sors. Et toi, t'as mm. décidé de t'en sortir. Et rien que déjà pour ce choix, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Parce Ouais, que trop peu, c'est une fierté de A à Z. Ouais. voilà, trop peu réussissent. Et justement, parce qu'ils sont pas soutenus, parce qu'ils ne sont pas écoutés, parce qu'ils ne sont pas compris. Et encore une fois, je le rabâche. Mais, si vous en avez besoin, merci infiniment à Moaka pour cette commande. Point d'exclamation, écoute, les amis, vous avez des numéros, vous avez des personnes, si vous avez besoin. Dirigez-vous vers ces personnes. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Tu peux être infiniment fier de ce que tu as fait, parce que c'est grâce à toi, c'est grâce à toi-même que tu en es là aujourd'hui. C'est tu as décidé de t'en sortir.
Et après, tu as Ouais. avancé à ton rythme, avec les bonnes personnes, et justement avec des personnes qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé, comme Lox, comme tes amis, comme un cercle proche d'entourage que tu as. Et justement, aujourd'hui, avec ces personnes, tu es sûr d'avoir un réel soutien. Et justement, tu peux, comment dire, compter sur elles. Et ça, c'est magnifique. Donc, les amis, je vous invite à faire un petit point d'exclamation love dans le chat pour mon gate, parce que clairement, il le mérite 1000 fois. Euh, Ce témoignage, je sais à quel point ça peut être difficile pour certaines personnes, et c'est super important, vraiment, que vous ayez conscience que de parler, ça libère, vraiment. Donc, faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. Je sais que c'est compliqué, mais c'est super important de le faire. Ouais. Voilà. Parler au début, c'est une épreuve qui semble insurmontable et on se dit ça va être douloureux au possible. Mm. Mais une fois qu'on franchit le pas et qu'on se dit allez, je peux y arriver et qu'on commence à déballer un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur, c'est quelque chose qui fait infiniment de bien. Et quand tu ressors de cette discussion, tu as l'impression d'avoir lâché 20 kilos de lest que tu C'est portais ça. à bout de bras depuis toujours et qui maintenant sont à côté de toi. Certes, tu t'en es pas débarrassé, mais au moins tu portes plus ça tout seul. C'est ça. Tu sais que d'autres personnes vont pouvoir t'aider à le porter. Faut Mm. parler, exactement. Et bonsoir ma patate. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Installez-vous, je vous en prie, les amis. On est sur la fin de l'émission. Mais avec Gate, mais merci infiniment d'ailleurs pour ta présence et pour ta participation. Ça fait un petit moment qu'on voulait la faire. Eh Et ben, merci à toi ça me surtout. fait sacrément plaisir de pouvoir la faire avec toi. Eh ben, pareillement. C'est juste formidable ce que tu as accompli, donc merci infiniment. Je raconte ma life H24. Mais c'est pour ça, Panzer, il faut le faire, il faut parler. Même si vous racontez des conneries, il faut parler, il faut pouvoir vous soulager. De quelconque manière que ce soit. Euh, à ce niveau-là, au niveau des musiques, au niveau des livres, est-ce que toi, tu as trois quatre musiques à me donner qui t'ont littéralement guidé dans tout ce parcours de rémission? Alors, 3-4 musiques. Non, par contre, je peux te citer une bande originale de film Mhm. et un film notamment qui s'appelle Into the Wild, réalisé par Oui, Sean Penn, oui, avec la bande son d'Eddie Vedder qui est toujours le chanteur de Pearl Jam. La bande originale de ce film, donc toutes les musiques présentes dans ce film, sont des chefs-d'œuvre absolus. je confirme. Et le film est un chef-d'œuvre absolu aussi, avec cette phrase qui me guide un petit peu tous les jours. L'important dans la vie, ce n'est pas d'être fort, mais c'est de se sentir fort. Mhm. Vraiment, si vous avez l'occasion d'écouter cette BO d'Into the Wild, elle est absolument incroyable. En artiste, moi, pour mon plaisir personnel et ce qui m'a aidé beaucoup, ça a été d'écouter beaucoup de chansons de Marilyn Manson, qui, malgré le personnage et l'aspect un petit peu repoussant de cette personne, a des textes qui sont absolument incroyables et qui m'ont beaucoup parlé, et j'ai pas peur de le dire, qui par moments ont pu me sauver la vie, très clairement. Et sinon, bah, la bande son qui m'a accompagné depuis que je suis gosse et qui m'a aidé à traverser beaucoup de moments difficiles, c'est la discographie entière de Michael Jackson, parce que ce mec est un monstre. Mhm. Il a décrit tous les sentiments qui existent sur Terre, hein, de la dépression à la joie, à l'envie de danser comme à l'envie d'en finir. C'est un exutoire incroyable. Et sinon, vraiment, moi après, il y a une technique que je conseille vivement à toutes les personnes qui souffrent d'un mal-être ou de colère, d'énervement, de tristesse, c'est de faire ce qu'on appelle une catharsis, c'est-à-dire de se mettre avec une musique qui reflète notre humeur actuelle et de passer tous ces sentiments qu'on a à l'intérieur de nous dans une musique
et qui m'a vraiment apaisé vraiment beaucoup de fois. Après, si tu me demandes des artistes, je peux t'en citer une chier et on n'est pas sorti. Mais vraiment, voilà, principalement, ce sera Marilyn Manson, Michael Jackson et le film Into the Wild qui m'a fortement aidé à sortir de mauvaises passes. Mm. Tout à fait. Et justement, je vais pouvoir rebondir un peu là-dessus. Comme le dit Lox, quand on est triste, il faut écouter des chansons de risque quand ça permet d'accepter. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Un récap depuis ce matin, Coco. Oula, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce qu'il s'en est passé des choses. Mais comment dire, euh, ce genre d'exutoire, ce genre de moment, euh, c'est super important et c'est ultra intime. Que vous écoutiez les musiques de votre choix, que vous écoutiez les musiques qui vous fassent plaisir, faites selon vous, encore une fois. Ne faites pas selon les autres. Quand vous avez besoin de dégager une émotion, de pouvoir souffler, faites-le. N'attendez pas que ça aille plus. N'attendez pas de ne plus en pouvoir et d'être complètement essoufflé et d'être à deux doigts de craquer. Écoutez vraiment euh, votre cœur et votre pensée. Parce que ce sont eux qui vous guideront et qui vont vous permettre d'avancer. Ça paraît con, mais comment dire, quand ça va pas, quand vous avez besoin de parler, quand vous avez besoin de vous réfugier quelque part, de faire quelque chose, faites-le. N'attendez pas. Parce que il n'y a que comme ça que vous allez réussir à évacuer les émotions négatives et à réussir à avancer. Parce que plus vous allez faire effet cocotte minute, plus quand ça va péter, ça va faire mal. Vraiment. Euh, Quand ça va pas, viens chez Clégan. Bah, si ça vous fait du bien, les amis, si ça vous fait du bien, de pouvoir parler, rigoler, échanger, parler de tout, il n'y a pas de sujet tabou ici. Vous avez besoin de parler? Faites-le. Vraiment. Et Venez, si je, faites-le. si je peux me permettre, juste, on parlait musique. Hmm. Il y a une Dis-moi. chanson qui m'a énormément aidé. C'est une chanson d'un artiste très peu connu qui s'appelle Kabadzi Féroce Intime. Voilà, ça a reflété mon état psychologique qui était le mien quand j'étais vraiment au fond du gouffre au niveau de mon addiction à l'alcool. Je vous encourage à aller l'écouter parce que les paroles, c'est un chanteur français, elles sont vraiment parlantes de vérité parce que ce mec a vécu ce que j'ai vécu et ce que beaucoup ont vécu et il a retranscrit ça dans une musique absolument magnifique. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller écouter ça, c'est vraiment une chanson magnifique. Je vous ai mis le lien dans le chat, les amis. Je vous ai mis le lien dans le chat justement vers la musique. Féroce Intime de Kabadzi, qui a donné Gate pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Actuellement, je suis en train de vous passer la BO justement d'Into the Wild. Actuellement, c'est End of the Road de Eddie Mhm. Vedder. Euh, pour ceux qui connaissent ce film, vous savez à quel point il peut marquer et à quel point il peut être émotionnellement important. Mais comment dire, quand je vous le dis, c'est pas une blague. C'est vous avez besoin. Vous avez des gens de conscience, vous avez des personnes à qui parler. Faites-le. C'est fait pour. Ne restez pas seul, ne faites pas un effet cocotte minute. C'est le meilleur moyen d'exploser. Parlez. De tout, de rien, on s'en fout. Mais parlez. Moi, parfois, je suis pas bien. Mon refuge, c'est la pêche. Et ben exactement, Juju. Si ton refuge, c'est la pêche et que ça te permet d'exulter et de te soulager, tant mieux. Voilà, ça, clairement, tant Ouais, mieux. C'est ce il qu'il faut faut. se trouver un exutoire. C'est ça. C'est très important d'avoir un exutoire quelque part, que ce soit la pêche, les bouquins, les films, la musique, etc. Parce que ça te permet de lâcher une pression monumentale. Exactement. Et c'est vital, hein, quelque part. Exactement. Et ça, c'est super important. C'est super important, les amis. Psychologiquement, il n'y a rien de plus important que de pouvoir lâcher du lest de temps en temps. Donc voilà. Moi, c'est la musique et le dessin. Et bah, t'as tout à fait raison, mon Lucas. Euh, Les consultations sont prises en charge totalement par la Sécu. Exactement. Merci beaucoup, Mascaille, de cette petite info. Pour ceux qui ne le savent pas, Mhm. pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer un psy, n'hésitez pas à contacter les CMP,
les centres médico-psychiatriques, médico-psychologiques, qui sont à côté de chez vous. Il y en a partout en France. Trop peu sont au courant que ça existe. Toutes les consultations sont offertes. C'est la Sécu qui paye. Voilà. Ouais. Donc, Et également pour ce qui a trait aux addictions, je vous conseille d'aller dans les CSAPA, donc les Centres Addiction France, qui sont c'est des personnes avec qui je travaille depuis un moment et qui sont d'une bienveillance sans faille, d'un professionnalisme incroyable. Donc vraiment, si vous avez besoin d'aide pour ça et que vous ne trouvez pas de solution qui vous convienne, je vous conseille fortement d'aller les voir et de parler même une seule fois avec eux, parce que eux, ils font un travail de malade mental à ce niveau-là, et c'est vraiment des gens très très bien. Donc si jamais vous avez un souci à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller les voir. exactement. C'est fait pour vous soulager, les amis. C'est pas un fardeau. Vous pouvez parler librement parce que les personnes ne sont pas là pour vous juger. Vraiment. Il faut en avoir conscience, ils ne sont pas là pour vous juger. Merci beaucoup, mon Gates, pour cette Eh émission. ben merci. Merci Merci à infiniment, toi. malgré tout ce qu'il Merci a beaucoup. vécu et son passé violent. C'est l'homme le plus doux et le plus tendre que j'ai rencontré. Parce que justement, il a tiré des leçons du passé Malox. Et ça, c'est le plus important. Non, elle C'est le plus parlait de mes important. poils là. Tu es doux, aussi bien physiquement que mentalement, cher ami. Aurais-tu une solution pour arrêter le cannabis? Alors, le cannabis, Bali, ça, c'est, comment dire, c'est très personnel. À chaque fois, il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est que d'en parler. Encore une fois, la parole libère l'esprit. Et c'est ce qui va te permettre justement de prendre conscience de certaines choses et de toi-même trouver les solutions. Parce que ces solutions-là, malheureusement, nous, on aura beau t'en donner, on aura beau essayer de te sevrer, on aura beau faire ce que tu veux. Si ton corps n'a pas décidé d'arrêter, il n'arrêtera pas. Et ça, je peux te garantir que c'est réel. On a parlé, c'était ici. Exactement, ma Peggy. Exactement. Mais du coup, merci beaucoup, mon Gate. Merci infiniment pour cette émission. C'était Avec super plaisir. agréable. J'espère que vous avez apprécié, les amis. C'est tout le but, bien évidemment. Moi, je fais une petite pause. 5 petites minutes. Je vous retrouve dans 5 minutes. Il va être 20h, bah c'est parfait, ça nous laisse une petite heure pour papoter, tranquillou. Ça va faire extrêmement du bien. Si jamais vous en avez besoin, vous pourrez retrouver tout le bloc du témoignage sur YouTube, sans montage, sans rien. Ce sera en ligne lundi soir à 18h sur ma chaîne YouTube. Comme ça, si jamais, vous pourrez le revoir. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu depuis le début. Et si jamais vous voulez que, si vous avez des questions plus privées ou quoi, vous pouvez me MP, je suis un livre ouvert, n'hésitez pas. Exactement. Et pour ceux qui n'ont toujours pas l'habitude, les amis, si vous avez besoin de parler, vraiment, n'hésitez pas. Il y a des personnes ici à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez parler. Si vous vous sentez de parler à quelqu'un, si vous vous sentez de partager ces moments avec les personnes, faites-le. C'est hyper important. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Moi, je vous fais d'énormes bisous. J'arrive dans 5 minutes. Merci beaucoup, mon Gate. Je te laisse là. Je vous laisse en musique pendant 5 petites minutes. C'était vraiment génial ce moment. Merci infiniment. Je te fais des gros bisous. Je te laisse retrouver ta chair et tendre. Tu feras Plaisir des coups. partagé, et puis infiniment merci. Bah, merci Et, à toi. Parce que et on se retrouve sur le stream. Exactement. C'est toi qui as été courageux dans cette affaire. C'est pas moi. Alors merci à toi. Je te fais des gros bisous et à de suite. À de suite, Des les gros amis. bisous. Des Prenez soin de vous. bisous. Des bisous, Malox. Des gros bisous. Prenez soin de vous deux. Et je vous retrouve dans 5 petites minutes, les amis.